Ok, bonjour à tous. On va débuter dans 3 minutes. J'attends d'avoir les quelques retardataires qui arrivent. Un peu plus de pratiquement 400 inscrits ce soir. J'en ai 151 actuellement d'entre vous qui sont déjà connectés. Et comme ça monte de seconde en seconde, on va commencer à 17h03. C'est les 3 minutes de grâce que l'on donne parce qu'on a un programme très dense. À tout de suite. Allez, encore 1 minute 30, et puis on débute. Je vois les compteurs des participants qui augmentent, on est à 180. Et on va débuter à 17h03. Voilà. Pour essayer de ne pas vous libérer trop tard, parce que un bon webinaire, c'est un webinaire qui est fait avec un bon timing. On va essayer de pas trop déborder. Allez. Un peu peut-être, mais pas trop quand même. Allez, bonjour à tous. On vient de passer les 200 participants à 17h03, c'est superbe. Je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire d'1h30 qui, j'espère, va vous passionner. Comme d'habitude, vous avez répondu nombreux, puisque vous êtes près de 400 à avoir répondu présent, ce qui montre qu'on avait véritablement un thème qui est pertinent. Voilà. Alors, quand je dis on est très heureux, oui, on serait plus heureux si on vous retrouvait physiquement, comme on l'a fait souvent à la Compagnie de Paris. Mais évidemment, pandémie et crise sanitaire oblige. On est obligé de faire ça en webinaire. La technique permet des choses merveilleuses, donc on peut quand même se parler. On aura un point d'échange sur la fin. Mais bien évidemment, ce sera moins bien pour le cocktail. J'en suis absolument désolé. Avant de vous redonner juste le contexte de ce webinaire, puisqu'il faut appeler ça un webinaire, je voudrais vous présenter les 4 personnes qui vont participer ce soir à ce séminaire, ou les 3 qui vont m'accompagner. Je ne vais pas me présenter moi-même, mais voilà, donc j'ai la chance, et vous le verrez en fait tout au long de cette année quand on fera des animations diverses, et c'est un choix qu'on a fait à la CRCC de Paris, j'ai la chance d'avoir des intervenants extérieurs. On essaye de regarder des sujets qui vous intéressent tous, des sujets qui sont pertinents, mais néanmoins peu vus peut-être aussi avec un autre œil, professionnel certes, mais pas le nôtre. Donc c'est intéressant d'échanger ensemble. Et donc ce soir, j'ai donc 2 intervenants extérieurs. Alors, le premier, il n'est pas vraiment extérieur parce que d'abord, il a fait le même métier que nous pendant de très longues années. Ça fait peu de temps qu'il n'est plus inscrit. Il a été élu au sein de cette CRCC, il a même été syndic. C'est dans un temps pas si éloigné que ça, mais avant la réforme, on avait des syndics. Et puis vous le connaissez aussi parce que toutes les semaines, il anime la commission juridique de la CRCC. Il répond à vos questions, aux questions d'actualité, aux questions juridiques, et c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, il a été juge à la prévention
tribunal de commerce de Paris. Il est toujours magistrat au tribunal, donc il connaît bien les procédures. C'est notre ami Christian Tessiou, que beaucoup connaissent. Voilà, merci Christian d'être présent. Merci, Président. C'est une novation ce soir. Alors lui, c'est la première fois qu'il apparaît sur les, je dirais, sur les animations de la compagnie. Ce sera certainement pas la dernière. C'est Maître Bertrand Boudevin, qui est mandataire judiciaire à Tours et au Mans, et qui m'a fait le plaisir d'accepter de co-animer avec nous ce webinaire. Il connaît lui aussi, bien évidemment, par nature, très, très bien le sujet qui nous intéresse ce soir, que si je disais qu'il ne le connaît pas, ça voudrait dire qu'il ne connaît pas son métier. Il connaît très bien les procédures amiables. Pour avoir travaillé avec lui, je sais la pertinence de sa réflexion et son efficacité dans beaucoup de dossiers et surtout son pragmatisme. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est toujours l'éclairage qu'on essaiera de vous apporter. Et puis, le troisième qui m'accompagne, c'est mon compère et ami Frédéric Gouvet. Lui, vous le connaissez très bien. Il a été élu longtemps au sein de cette CRCC, élu à la CNCC, dont il a été l'éternel Benjamin pendant très longtemps. Et il a accepté, pour le plaisir de tous, de repartir pour une nouvelle mandature lorsque on a débuté de notre dernière mandature le 1er novembre dernier. Je suis heureux d'animer avec Frédéric, qui est vice-président délégué, donc qui s'occupe aussi de tout le service juridique de la CRCC. Le service juridique, ce n'est pas que la commission juridique, hein. Il y a plein d'autres choses qui tournent au niveau du service juridique de votre CRCC. Je ne vais pas le rappeler ce soir. Et puis, il est aussi le vice-président en charge des relations avec le monde judiciaire. Donc, les tribunaux de commerce en font partie. Donc, bien évidemment, c'était l'animateur idoine pour pouvoir co-présenter avec nous ce webinaire. Cette présentation est en fait, il fallait que je donne juste un petit peu le contexte. Comme vous le savez, lorsque le 1er novembre dernier, la nouvelle mandature est rentrée, je dirais, en fonction, j'avais adressé un courrier à l'ensemble des membres de la CRCC, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, et j'avais décliné un peu les axes principaux de notre action. Et dans les axes principaux, il y avait bien évidemment tout ce qui était la prévention des difficultés des entreprises. Alors, je n'étais pas particulièrement un devin par rapport à ça, parce que beaucoup en ont parlé, ce n'était pas obligatoirement original, et je crois qu'on va en parler de toute façon pendant une période relativement longue, malheureusement, parce que actuellement, on va parler de la crise qui n'existe pas encore, comme je vais le dire dans quelques instants, mais il est fort à parier quand même que dans les mois qui vont venir, on risque d'avoir quand même quelques soubresauts au niveau de notre économie. Le but d'une CRCC, c'est de vous préparer les uns les autres à vivre cette période le mieux possible. Je ne dis pas le moins mal, il faut être positif, c'est le mieux possible. Parce que comme vous le savez, une évolution du droit et du quotidien, on n'a pas échappé aux règles générales. La loi PACTE, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que ça a un peu bouleversé l'univers des commissaires aux comptes, dans un univers qui n'est pas d'ailleurs tout à fait stable, puisque ça a entraîné la modification de notre code de déonto. Et pour l'instant, tout reste à écrire, parce que c'est la doctrine qui donnera un peu les modes de fonctionnement. On a tous été touchés, bien évidemment, par 2 états d'urgence sanitaire. Ça, je ne vous apprends rien. Vous êtes aussi touchés chez vos clients. Vous savez qu'on a des restrictions d'activité. On a certains clients qui sont terriblement impactés. Je ne vous rappellerai pas les secteurs où on est même en arrêt total. Donc ça, c'est important. Mais on est en France. On a un État qui est très protecteur. Et c'est vrai que l'État, il a anesthésié les effets de la crise. Vous savez très très bien aujourd'hui que et vous êtes les premiers à le savoir et à le voir sur vos dossiers, bien évidemment, à tout niveau, on a des aides, il y a eu les PGE, etc. Je ne reviens pas sur les différentes choses. Donc aujourd'hui, comme on le verra avec des chiffres que nous donnera Christian pour le tribunal de commerce de Paris, ben vous allez voir que bon, pour l'instant, il n'y a pas de drame. C'est demain que les choses vont se passer, parce que quand on parle d'anesthésie, ben évidemment, à part quand l'anesthésie se passe mal, mais ça, on espère tous quand même que ça ne va pas se passer si mal que ça. Il y a des réveils qui sont plus ou moins douloureux, parce qu'une anesthésie, c'est provisoire. Et après, il faut repasser un peu, je dirais, sur un autre mode. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler le contexte général. Et puis donc, on vous parlera de la mission permanente des commissaires aux comptes. On vous parlera de la procédure d'alerte, mais là, je vous le dis tout de suite, hein, si vous êtes venu ce soir
pour nous entendre parler que de la procédure d'alerte. Là, vous vous êtes trompé. Je suis désolé, on va pouvoir aller jusqu'au bout pour être homologué. Ce ne sera pas obligatoirement ce que vous vouliez entendre. Si, on vous parlera de la procédure d'alerte, mais telle qu'elle doit être, proactive, et c'est-à-dire on n'est pas là pour vous rappeler que des obligations ou des choses que vous connaissez déjà par cœur, mais on essaye de voir ça sur un autre angle, avec l'angle justement du mandataire, avec l'œil du tribunal, et essayer surtout d'avoir une démarche qui nous emmène quand même un tout petit peu vers les procédures amiables. Ça, c'est très, très important. Et puis, bien évidemment, on parlera rapidement dans le cadre de l'alerte des mesures spécifiques qu'il y a eu avec l'adaptation de la procédure d'alerte telle que nous l'avons eue. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on se renouvelle. Hein, ça, c'est important. J'ai parlé tout à l'heure du code de déontologie. Ben, ça, on va vous donner des pistes, on va essayer d'en parler. On va militer pour un nouveau cadre pour l'alerte et puis on va vous présenter pas mal d'outils. Avant de vous donner rapidement les différentes têtes de chapitre de cette animation, je vous rappelle que l'on est dans le cadre d'une formation CAC 120, c'est-à-dire que d'abord, elle est homologuée, elle sera donc homologuée. Pour ça, vous aurez un questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue de ce séminaire. Il faudra répondre à un certain nombre de questions. Et si vous avez été assidu, on a un temps minimum sur une session, parce que c'est normal, il ne faut pas juste se connecter 30 secondes, il faut rester un peu avec nous. Mais si vous êtes là, bien évidemment, vous aurez après une attestation et c'est ce que l'on fera régulièrement. On va jalonner toute l'année 2021 avec des événements sur la prévention des difficultés. C'est un sujet d'actualité. Et j'ai tout à l'heure présenté les intervenants. Bien évidemment, ce webinaire, je dois aussi dire un grand merci au service juridique de la compagnie, à Miassa Edoud, qui a beaucoup travaillé sur le support et qui nous a apporté vraiment une aide très concrète. Un grand merci à Miassa. Et puis, c'est aussi la commission juridique. La commission juridique, vous avez les élus de la compagnie, bien évidemment. Vous avez des gens qui se sont impliqués, mais on a aussi des non-élus. Alors, des gens comme Maître Boudvin qui nous ont rejoints, des gens comme Christian Tessiot qui participent à cette commission. Mais j'aurais donné, si j'ai un merci particulier à donner, on en reparlera tout à l'heure parce que vous verrez, on vous proposera des documents, c'est à notre ami Pascal Housseau, parce que lui, il faudra lui demander un copyright personnel par rapport à l'apport qu'il nous a fait sur des documents de synthèse qui, comme vous le verrez, sont particulièrement bien montés, bien faits et je dirais assez uniques parce que quand on regarde la documentation, il n'existait pas vraiment. Voilà, donc pour respecter le timing et que Frédéric, qui est le maître des horloges, ne me dise pas que j'ai encore une fois dérapé, je vais passer bientôt la parole à Christian qui va parler de l'organisation des tribunaux de commerce et puis après on parlera des procédures amiables. Bien évidemment, la maître Boudvin nous déroulera des points particuliers avec des définitions très précises et c'est important qu'on l'ait. Puis on verra un petit peu la prévention des difficultés avec l'œil du tribunal de commerce, avec l'œil du mandataire judiciaire. Et puis après, Frédéric, il vous en reparlera plus concrètement de notre métier de commissaire aux comptes, de voir comment on peut faire. Et puis, on parlera ensemble de notre devoir d'alerte et de notre visibilité sur le devoir d'alerte. Frédéric, j'ai dépassé de 15 secondes, je n'en veux pas. Je passe la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, nous allons aborder l'organisation des tribunaux de commerce. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, il reste 134 tribunaux de commerce, que Paris est la première juridiction commerciale de France de par l'importance de son nombre de juges, puisque nous sommes très précisément, je crois, 178. Or, on a marqué 180 juges, tous les juges étant des juges professionnels, ce sont des professionnels issus de l'entreprise et non pas des juges professionnels de métier, bien sûr. Et nous sommes tous des bénévoles. Donc ça, c'est important à savoir. Et d'ailleurs, les experts comptables et commissaires aux comptes commencent à être intéressés par ces fonctions qui sont passionnantes. C'est découvrir un autre métier. Alors, les 4 missions principales, eh bien, on l'a indiqué, c'est la résolution des litiges entre commerçants, sociétés et groupes internationaux. Groupes internationaux, pourquoi on précise? Parce que nous avons à Paris créé une chambre internationale qui commence à être un peu réputée
Et Brexit oblige, on espère qu'elle va devenir une chambre importante. Et d'ailleurs, la Cour d'appel a créé, elle aussi, une chambre des appels pour les litiges internationaux. Donc, ça prouve que Paris, place du droit, commence à être un peu intégré dans les grandes entreprises internationales, car ça offre un avantage très très intéressant puisqu'il est purement pécunier, étant donné que les procédures sont gratuites en France, à part quelques frais de greffe, alors qu'en Angleterre, eh bien, il y avait un coût qui était relativement important en fonction notamment des sommes réclamées. Donc, voilà la première mission. Pour vous dire que c'est une mission qui va occuper en gros plus de 120 juges de tribunal. C'est long, les procédures sont souvent longues, on commence à les dématérialiser, mais il y a pas mal de réunions avant de prendre une décision, donc ça s'étale dans le temps et il y a un nombre de procédures important. La deuxième grande mission du tribunal, c'est le traitement des difficultés des entreprises, où là, nous sommes à peu près, alors je dirais 80 juges qui restent sur les difficultés. La détection préventive des difficultés, ben ça c'est une des missions aussi très importantes et qui mobilise, on le verra tout à l'heure, une quarantaine, une cinquantaine de juges. Et enfin, la dernière fonction, c'est le contrôle du registre du commerce des sociétés, qui est important puisque au jour d'aujourd'hui, le registre des commerces de Paris enregistre 468 699 entreprises qui sont en activité. Donc, vous voyez que les chiffres sont impressionnants. Donc, tous les ans, il est fait une campagne de détection des difficultés des entreprises. Cette campagne, elle a lieu, enfin, les critères qui permettent de sélectionner des entreprises en difficulté, vous les connaissez tous, c'est l'inscription des privilèges, ce sont le non-dépôt des comptes au greffe qui devient très important, ce sont les injonctions de payer, ce sont les problèmes de personnel aussi. On reçoit pas mal de lettres de personnel qui ne sont pas payés ou pas payés comme ils devraient, etc. Et donc, il y a une saisie aussi directement par le parquet. Et donc, il y a une première réunion qui est organisée. Et là, il y a une quarantaine de juges qui interviennent dans la détection, qui convoquent donc les chefs d'entreprise. Alors, pour 2020, pardon, qui n'est pas une année malheureusement significative, il y a eu 1179 dossiers. Habituellement, on tourne plutôt entre 1800 et 2000 dossiers à l'année où on convoque les dirigeants. Vous pouvez accompagner les dirigeants qui vous le demandent en tant que commissaire aux comptes. C'est important parce que on fait passer des messages. Alors après, vous pouvez pas, vous devez, on en reparlera tout à l'heure. Vous devez, oui, mais je sais que nos confrères sont un peu timides parce qu'ils considèrent le tribunal dans sa fonction plénière de jugement, mais là, c'est vraiment un entretien, je dirais, qui se passe en règle générale très bien avec un dirigeant. On attire son attention et évidemment, on essaye de l'amener à prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve et de lui demander d'agir vite et de ne pas attendre 3 ou 4 mois de plus, malheureusement, l'arrivée de la catastrophe. Alors, les procédures amiables, Maître Boudvin va nous les décrire, mais bien évidemment, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Et vous voyez que sur un tribunal comme Paris, nous sommes à 82 mandats ad hoc et 200 conciliations, ce qui est quand même très très faible. Et on verra tout de suite après que finalement, ça ne concerne malheureusement que les très grosses entreprises, enfin, pas que, mais beaucoup de très grosses entreprises, et que ces procédures peuvent être aussi très intéressantes pour les petites et moyennes entreprises. Alors, les procédures de sauvegarde, 44, c'est peu aussi. 241 procédures de redressement judiciaire. Et là, on ne nous a pas donné le bon chiffre, mais c'est 2000. Alors, il y a 6913 liquidations en cours, ça c'est certain. Mais nous avons également 2170 ouvertures de liquidation judiciaire à l'année, ce qui est quand même relativement peu important sur le nombre d'entreprises inscrites. Alors,
On termine évidemment en vous disant que pour 2021, on s'attendait à une déferlante, qu'on pensait qu'elle aurait lieu en début d'année. Pour l'instant, elle n'a pas lieu, donc c'est tant mieux. Mais bien évidemment, on pense que lorsque les aides sous forme de report, de délai et de mise en recouvrement du PGE vont commencer à se raréfier, il est sûr qu'on risque de voir arriver pas mal de dossiers. Alors, juste en complément, Christian, juste pour le dire, c'est par rapport aux chiffres, lorsqu'on a préparé ce webinaire, il faut savoir, je pense qu'en 2020, on a plutôt moins de procédures que les autres. C'est-à-dire déjà une diminution, et que là, en début d'année, on est totalement anesthésié. Donc, quand je parlais d'anesthésie tout à l'heure, on est véritablement avec une économie qui est sous perfusion, donc tout va bien. Bien évidemment, c'est la suite qui va être compliquée. Alors, pour conforter les chiffres que je viens de vous donner, la prévention des entreprises en difficulté concerne toutes procédures confondues, quand même sur 2020, 83 890 emplois. Donc, ça fait quand même une moyenne, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle concerne plutôt des entreprises importantes. Ça veut dire que c'est des moyennes dans des entreprises qui ont 297 salariés. Donc, vous voyez que on n'est plus tout à fait dans le cadre de la PME. Par contre, les passifs, eux, ils ont également terriblement augmenté, puisqu'on est à 8 925 millions d'euros, l'ensemble des passifs traités, contre 1 800 millions en 2019. Donc là, ça a été multiplié par 6. C'est ça. Les procédures d'observation, c'est-à-dire sauvegarde et redressement, là, nous avons 14 400 salariés concernés et une augmentation de 65% par rapport à l'année précédente. Enfin, pour les liquidations judiciaires, eh bien, là, on va se rendre compte que ce sont de toutes petites entreprises puisqu'il n'y a que 3 528 salariés concernés. Et donc, ça veut dire que ça fait 1,6 salariés par procédure, ce qui est quand même très faible. Voilà donc pour préciser un peu les données objectives de 2020. Alors, en ce qui concerne maintenant les juges, je vous l'ai dit, il y a 45 juges qui sont affectés à la détection-prévention. C'est une démarche qui est très discrète, c'est-à-dire que le juge qui vous reçoit d'abord n'est pas en rôle parce qu'il ne siège pas en tant que, je dirais, formation de jugement, mais formation de renseignement. Tous ces juges sont en fonction dans des chambres de jugement du tribunal, c'est-à-dire qu'ils ont une activité principale à l'intérieur du tribunal qui est la fonction de jugement et sont rattachés à ce titre à une chambre. Ça peut être une chambre de contentieux ou une chambre de procédure collective ou de procédure collective. On va s'en tenir là. Ou de sanction, puisqu'il faut bien le dire, il y a également une chambre de sanction au tribunal qui est composée de 9 juges. Voilà, donc tous ces juges, ils reçoivent il y a des calendriers de rendez-vous, ils reçoivent les dirigeants et leurs conseils. C'est très discret, les noms des entreprises ne sont pas marqués sur les portes, etc., de façon à ce que ce soit le plus discret possible, ce qui n'empêche pas, moi il m'est déjà arrivé de recevoir des dirigeants d'entreprise et puis les personnes qui attendaient après dans le couloir, c'était leur principal concurrent, ils se connaissaient bien et donc, ma foi, tout le monde était au courant, mais ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est le fait du hasard. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'organisation des tribunaux et du tribunal de commerce de Paris. J'en ai terminé. Merci Christian, peut-être un commentaire. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir, et je le dis à titre personnel, des informations comme ça sur les éléments pratiques et notamment les sujets de discrétion, parce que le but de ces webinaires, c'est de faire comprendre que le confrère peut s'investir et on va dire jouer un rôle initiatique auprès des clients concernant qu'est-ce qui pourrait se passer s'il devait être en rapport avec le tribunal dans le cadre de procédures. Et moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Et quand on a préparé ce webinaire, j'ai récolté un certain nombre d'informations pratiques qui sont bien utiles. Écoute, tant mieux, si ça peut être utile, on est là pour ça. Juste même un dernier point qui est quand même très frappant par rapport aux chiffres qui ont été exposés, c'est quand même la faiblesse des procédures amiables. Alors la sauvegarde,
tout à l'heure, c'est un peu particulier, mais le mandat ad hoc et la conciliation dont on va parler, le but, c'est quand même d'essayer d'aller vers des procédures amiables. Le nombre est ridicule pour un tribunal de l'ampleur de... C'est complètement fou. Bien sûr. Et pourtant, c'est pas, je peux dire que notamment sur Paris, il y a quand même plein d'organismes qui prônent ce genre de procédure, mais malheureusement, c'est pas suivi des faits. Je crois qu'il y a une peur du tribunal, mais le tribunal, c'est pas la morgue, hein, c'est l'hôpital, c'est là où on soigne les entreprises. J'aime bien cette comparaison. Voilà, Président. Merci beaucoup, Christian. Maître Boudvin, pour passer la parole. Bertrand. Bonjour à tous. Merci, Président avec un S, et notamment merci de l'introduction du Président Régnier. C'est assez inhabituel pour moi d'intervenir de cette manière-là. Je l'ai fait plutôt à titre amical, et puis j'ai trouvé intéressant de pouvoir promouvoir effectivement les procédures amiables qui malheureusement sont assez délaissées, et on ne peut que le regretter, parce que elles ont soit l'intérêt de pouvoir aboutir directement, soit parfois de pouvoir préparer utilement une procédure collective par la suite qui interviendrait dans de bonnes conditions. Alors, on vous passe les différents slides qui ont été préparés et qui ont été effectivement très bien préparés par tout le staff de la compagnie régionale. On a décidé j'ai décidé de commencer par un petit focus sur la présentation des différentes procédures, qu'elles soient amiables ou collectives, dans un contexte temporel, et notamment avec le focus sur la cessation des paiements. Alors, on n'est pas là directement dans le détail des procédures amiables, mais il semble utile de garder à l'esprit que la cessation des paiements, l'état de cessation des paiements, c'est souvent le critère déterminant pour savoir où on se situe, à la fois sur le choix possible des procédures et sur la dangerosité de la situation dans laquelle peut se trouver une entreprise. Votre compagnie régionale a préparé une fiche dont il sera certainement question tout à l'heure lorsqu'interviendra Frédéric, qui est particulièrement exhaustive. J'ai trouvé vraiment très intéressante pour tous les professionnels de quelque métier qu'ils soient, pour essayer de faire une synthèse de ce que peut être la cessation des paiements. Alors, vous savez tous, puisque vous l'avez vraisemblablement appris, vous l'avez en souvenir, qu'il s'agit de l'état dans lequel on ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Mais à partir de là, on peut avoir différentes interprétations. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition, dans tous les détails, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un point particulier qui est un point très actuel. C'est la question du passif exigible non réclamé, et actuellement, c'est la situation de toutes les cotisations sociales qui sont exigibles parce qu'elles sont dues à l'URSSAF, par exemple, mais qui ne sont pas réclamées par l'URSSAF, qui n'entament aucune procédure de recouvrement, de mise en demeure, et qui, même lorsque vous contactez l'URSSAF, est incapable de vous proposer des échéanciers de remboursement. Donc, dans la détermination ou non d'une situation de cessation des paiements, il peut y avoir aujourd'hui une interrogation assez légitime pour savoir dans quelle case, dans quelle colonne on doit mettre l'ensemble de ces cotisations qui, pour l'instant, n'ont jamais été recouvrées. Alors, à l'appui de la fiche qui vous est annoncée, établie par la compagnie régionale, il y a un tableau Excel qui permet de s'y retrouver pour effectuer le calcul, que commentera certainement Frédéric tout à l'heure, et vous verrez que il a été tenu compte de la plupart des postes du bilan en actif passif, permettant de déterminer une situation ou non de cessation des paiements. Alors, pour revenir à la présentation de nos différentes procédures, et pour les éliminer tout de suite, il y a la procédure de redressement et celle de liquidation judiciaire, qui sont toutes deux des procédures
auquel on est éligible à partir du moment où on est en cessation de paiement. Donc là, on n'est plus dans les procédures amiables et confidentielles, on est dans une procédure collective classique, publique, qui entraîne un certain nombre d'effets, mais qui n'a pas l'avantage de la confidentialité, ni l'avantage, mais qui en revanche a l'avantage direct d'interdire toute poursuite de la part des créanciers et de permettre immédiatement la prise en charge des salaires impayés par l'AGS. Alors, en ce qui concerne les propres procédures de conciliation et de mandat ad hoc, alors j'écarte tout de suite le débat sur la question de savoir si le mandat ad hoc peut être ouvert en situation de cessation des paiements ou non. Il y a un certain nombre de juridictions qui considèrent qu'en cessation de paiement, il ne peut pas y avoir de mandat ad hoc ouvert. Personnellement, je suis assez de cet avis, mais textuellement, il n'y a pas d'interdiction. En ce qui concerne la conciliation, en revanche, on peut être en situation de cessation des paiements pour demander l'ouverture d'une conciliation, à condition que cette cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours. Alors c'est parfois un exercice relativement difficile de pouvoir examiner précisément cette question des 45 jours. Alors, je vais vous expliquer ensuite, par la suite, comment nous, professionnels, on peut aborder ces choses-là. Alors, très simplement, sur le déroulement des procédures, on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Les deux procédures, qu'il s'agisse du mandat ad hoc ou de la conciliation, sont initiées de la même manière. Il s'agit de déposer une requête au greffe du tribunal de commerce compétent ou du tribunal judiciaire s'il s'agit d'une activité qui ne ressortit pas de la compétence du tribunal de commerce. Ensuite, il y a un entretien, comme le décrivait le président Tessiot, avec un juge délégué à la prévention, entretien qui aboutit ou non, mais qui aboutit en principe à l'ouverture d'une procédure, soit de mandat ad hoc, soit de conciliation, et qui à ce moment-là désigne un professionnel, mandataire ad hoc ou conciliateur. Alors, en ce qui concerne, voilà, donc là on a les deux se complètent. Hein. Alors, le mandat ad hoc va consister à désigner un mandataire avec une mission qui sera définie uniquement dans l'ordonnance parce que la loi ne prévoit pas de mission particulière du mandataire ad hoc. Je vous rappelle que c'est une création à l'origine totalement prétorienne des tribunaux pour disons que le tribunal, à l'origine, c'était uniquement les tribunaux de commerce qui désignaient des mandataires ad hoc. C'était pour permettre aux juges du commerce de déléguer quelqu'un pour exercer matériellement un pouvoir dans une entreprise qui connaissait des difficultés. Donc, ça a été consacré en reconnaissant la possibilité pour le président du tribunal de désigner un mandataire ad hoc, mais à part cela et la convention d'honoraires qui permettra de rémunérer le mandataire ad hoc, il n'y a pas d'encadrement législatif très précis à la mission du mandataire ad hoc. Alors sa mission peut être multiple, ça peut être de régler une difficulté, un conflit entre associés, un conflit avec un fournisseur, un conflit avec un banquier de temps à autre, et c'est surtout la plupart du temps, lorsqu'on n'est pas en cessation de paiement, une technique pour préparer efficacement une procédure de conciliation. Donc très souvent, le mandat ad hoc sert à mettre en œuvre le ferment qui va permettre d'aboutir à une procédure de conciliation et à la signature d'un accord de conciliation. Donc, juste une précision pour les pratiques, que je me tourne vers évidemment notre ami Christian, mais aussi vers Maître Boudevin. En ce qui concerne la désignation du mandataire, bon, c'est le rôle du tribunal parce qu'il va l'homologuer, c'est son privilège, bien évidemment, mais rien n'empêche, je dirais, en amont d'une procédure, quand on prépare une procédure amiable, de rencontrer un mandataire judiciaire. Je pense que, Maître Boudevin, dans ton cabinet, tu dois rencontrer régulièrement des gens qui viennent en amont. Et je voulais savoir la pratique du tribunal
de Paris, mais j'ai déjà un peu la réponse. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition à ce que lorsque l'on vient avec un mandataire, ou du moins qu'on suggère un mandataire, si bien évidemment il répond à toutes les garanties nécessaires, mais pas obligatoirement d'ailleurs d'être celui du ressort du tribunal de Paris, parce que je crois que c'est quelque chose de national. Je ne crois pas que le tribunal doit s'opposer à la nomination d'un mandataire. Il faut essayer de casser les vieilles légendes. Donc, je voulais avoir… Oui, Président, tout à fait, puisque dans les pièces à apporter lorsque l'on demande à déposer au greffe, lorsqu'on demande l'ouverture du mandat ad hoc ou de la conciliation, la convention d'honoraires avec le mandataire que l'entreprise a choisi, et alors en règle générale, si l'entreprise n'en connaît pas, c'est son avocat qui va lui dire allons voir maître un tel, mais moi il m'est déjà arrivé de recevoir des gens en leur donnant les noms des mandataires qui sont sur Paris, et c'est à eux de faire le choix. Mais la procédure ne pourra être ouverte que lorsque l'accord avec les honoraires aura été signé entre l'entreprise et le mandataire. Donc le tribunal, lui, n'a rien à voir quant à la désignation du mandataire. Il ne peut que vérifier, enfin, que l'entériner. Et par contre, c'est en conciliation, mais ça, on en parlera après, où le parquet peut avoir son mot à dire sur la désignation du mandataire. Du conciliateur, pardon. Madame la Présidente. Oui, merci Président. Je pensais aborder cette question-là après avoir dressé rapidement les différents aspects de la conciliation. Alors, la conciliation, on a un slide après, c'est une procédure qui est la reprise de ce qui était autrefois la procédure de règlement amiable, qui a changé de nom. Le terme de règlement amiable n'a été conservé que pour les procédures qui concernent les agriculteurs, avec des variantes assez spécifiques. Et la je te coupe. Tu veux ce slide-là ou un slide suivant? Excuse-moi sur. Je veux bien le slide suivant. Oui. Voilà, très bien. Donc, on voit qu'en principe, sur ce slide, l'issue du mandat ad hoc, s'il arrive à progresser, c'est d'arriver à une conciliation. Parce que la conciliation, qui est elle beaucoup plus définie par le législateur, tend véritablement à intervenir lorsqu'on a une difficulté juridique, financière, avérée ou prévisible, et que l'on se trouve en cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Et à partir de ce moment-là, le conciliateur qui va être désigné avec une mission spécifique, notamment de négocier des accords, éventuellement de faire des propositions pour la sauvegarde de l'entreprise. Et c'est là qu'il faut bien percevoir tout l'intérêt de prendre attache vraiment en amont avec le conciliateur ou le mandataire ad hoc qu'on souhaiterait voir désigné, dans la mesure où souvent on se trouve quand même dans un temps contraint. Et si on perd trop de temps à déterminer vers quelle procédure on doit s'acheminer, on peut parfois perdre des semaines importantes pour aller vers un mandat ad hoc alors qu'on est déjà en cessation de paiement relativement avérée, ou pour s'orienter vers une conciliation alors que la trésorerie est déjà tellement tendue que des difficultés de paiement des salaires risquent d'arriver très rapidement et qu'une autre procédure pourrait être préférable. Et puis, le fait de prendre attache au préalable avec un professionnel via les conseils, les avocats ou vous-même, ça permet aussi de ficeler précisément la mission, parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'entreprises où il faut envisager des aspects assez particuliers, notamment de limiter certaines négociations à certains fournisseurs pour éviter, puisque dès que vous parlez des fournisseurs, on risque d'aboutir à une publicité non souhaitée. Donc, ça permet de ciseler mieux la mission. Et je pense que c'est l'expérience aussi à ce moment-là du mandataire ou du conciliateur qui serait désigné qui permet d'apprécier correctement cette mission. Alors, une fois que la procédure est ouverte, je parlerai tout à l'heure dans un second temps de tout ce qui concerne le mandataire ad hoc et la manière dont il est rémunéré. On poursuit des négociations. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le principal mot d'ordre est la confidentialité de toutes les négociations qui sont menées.
On a à ce moment-là affaire en général avec les banquiers, puisque ce sont les principaux interlocuteurs aux services spéciaux, aux affaires spéciaux des banques, avec des interlocuteurs qui sont habitués à ce type de procédure. Et on arrive en principe à préserver une certaine confidentialité. Il y a malheureusement des fuites que l'on peut observer où, par exemple, les banquiers, de temps en temps, sont un peu bavards, on peut le regretter, avec des assureurs crédits, et ça peut poser des difficultés. Il y a des gens qu'on voit très rarement dans les mandats ad hoc ou les conciliations, ce sont les assureurs crédits, puisque à partir du moment où ils connaissent les difficultés, même non officielles d'une entreprise, ils ont tendance à dégrader sa notation et à diminuer les encours de garantie, ce qui peut avoir des conséquences ennuyeuses. Donc, il faut vraiment, dès qu'on participe à une conciliation ou à un mandat ad hoc, respecter l'obligation légale qui est l'obligation de confidentialité qui est rappelée assez régulièrement par la Cour de cassation avec, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a eu un certain nombre d'affaires connues où le s'est heurté à la liberté d'expression en matière de presse, avec des débats importants qui ont eu lieu à ce niveau-là. Donc les négociations se poursuivent. L'idée est de parvenir à un accord, et dans cet accord, d'aménager la situation souvent financière de l'entreprise pour, il ne faut pas se voiler la face, éviter ou mettre fin à une situation de cessation des paiements. Alors ça peut être en remettant en place des encours qui ont été résiliés, ça peut être parfois en obtenant de la new money, c'est-à-dire de nouveaux concours financiers. Ça peut être aussi en prévoyant, en anticipant la vente d'un actif ou d'une partie de l'entreprise. Et ensuite, cet accord va être ou bien constaté par le président du tribunal ou bien homologué par le tribunal lui-même. Alors la constatation a un intérêt, un intérêt, c'est donner force exécutoire aux engagements qui ont été pris dans l'accord, et de faire aussi que les cautions qui ont pu garantir des engagements de l'entreprise puissent bénéficier des délais qui ont été accordés dans le cadre de l'accord. L'intérêt principal de l'accord, ça peut être d'être homologué. Alors cette homologation est souvent demandée par les banquiers qui vont fournir de la new money, puisque c'est une condition nécessaire pour que leur privilège de new money leur soit accordé. En revanche, l'homologation présente une difficulté principale, c'est qu'elle va entraîner une rupture de la confidentialité, puisque le jugement, non pas l'accord, mais le jugement lui-même va être publié au BODAC, et c'est souvent à ce moment-là que les assureurs crédits, notamment, avec les alertes dont ils bénéficient, prennent connaissance de ce qu'une conciliation a eu lieu, avec vraisemblablement une situation financière dégradée pour l'entreprise. Et là, la difficulté va être pour le chef d'entreprise d'expliquer à son référent dans les services de l'assureur crédit concerné que la situation s'est rétablie. Alors, ceci dit, ça ne doit pas être un obstacle pour fuir la conciliation, fuir l'homologation, puisqu'on voit assez souvent que très rapidement, quelques mois après, ces inconvénients-là sont surmontés et que les entreprises, le président Tessiot pourra le confirmer, après les accords de conciliation homologués, peuvent avoir quelques remous liés à la publication du jugement, mais survivent, et on a un taux de réussite et de maintien, de pérennité des entreprises qui ont fait l'objet d'un accord de conciliation homologué, qui est un taux de réussite long et relativement important. Il y a très peu d'échecs à la suite des conciliations, ou alors ce sont des conciliations qui ont été obtenues parfois trop au forceps et qui auraient peut-être dû basculer plus vite dans d'autres types de procédures. Voilà. Voilà la manière dont se déroulent les procédures. Vous aurez vu sur les slides qu'on a parlé de durée. Alors, il n'y a pas de durée maximale pour les mandats ad hoc. Il y a une durée indiquée de 4 plus 1 mois pour les conciliations. Actuellement, et dans le cadre des ordonnances Covid,
une procédure de conciliation peut durer jusqu'à 10 mois. Alors, ça peut être beaucoup, me direz-vous. Moi, je pense qu'une conciliation qui dure aussi longtemps, même dans le cadre présent, puisqu'il n'y a plus vraiment de confinement ou de restrictions sanitaires importantes, souvent c'est une conciliation qui va avoir du mal à aboutir parce que pendant la conciliation, en fait, l'entreprise continue d'être en apnée sans bénéficier de tout ce que pourrait lui procurer, par exemple, une vraie procédure collective. Donc, elle va quand même être obligée de continuer à faire face à un certain nombre d'engagements. Et si la situation est trop longue, la procédure de conciliation est trop longue, on risque d'arriver à un essoufflement. Voilà. Donc, je pense que si vous avez des dossiers, c'est un petit peu dangereux d'avoir comme objectif de dépasser les 4 à 5 mois. Quelqu'un voulait intervenir? Oui, maître, je voulais simplement dire qu'au niveau de la publication du jugement d'homologation, seuls n'ont accès au protocole que les parties au protocole. Le protocole est annexé au jugement, mais les tiers n'ont pas accès. Donc, ça veut dire que quand même, ça permet de ne pas autoriser tout le monde à aller voir la nature du protocole, et notamment si des banques font des abandons d'une partie de leurs créances, etc., ça reste quand même très confidentiel, puisque dans le jugement, j'en ai encore un à faire demain, dans un jugement d'homologation, on ne reprend pas les termes du protocole, on s'assure simplement que toutes les dispositions légales ont bien été respectées et que l'accord, enfin le privilège de new money a été attribué, etc. Mais sinon, on ne rentre pas dans la nature même de l'accord. Donc ça, c'est important à savoir pour les chefs d'entreprise. C'est un argument qui peut aller dans ce sens-là. Et qui plus est, dans la confidentialité, le rôle des institutions représentatives du personnel a fortement diminué avec les dernières réformes. Ils sont beaucoup moins présents, sinon avisés lorsqu'un accord doit être homologué, mais au préalable, ils ne sont pas informés. J'en terminerai pour aller relativement vite avec la fin de l'accord. On suppose que l'accord est intervenu, qu'il a été homologué ou constaté. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'il est possible de prévoir ce qui se faisait autrefois, mais maintenant ça a été consacré par la loi en 2014, la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord. C'est généralement le conciliateur ou le mandataire qui a été désigné au préalable, et ça permet d'encadrer de manière relativement légère, mais néanmoins suivie, toutes les clauses qui peuvent être prévues dans le protocole, notamment les clauses de revoir, pour voir comment évolue la situation de l'entreprise, comment sont gérées les obligations d'information avec les banquiers, ou comment, par exemple, s'il y a un accord de remboursement échelonné, peut intervenir le jeu d'une clause d'excess cash flow. Donc, la désignation du mandataire à l'exécution de l'accord est maintenant quand même une procédure à laquelle il est recouru assez souvent et qui est particulièrement utile. Voilà. Et puis, j'en terminerai par les conséquences judiciaires de l'échec, l'absence d'accord. En fait, il y a très peu de conséquences. Alors, il y a celle dont va parler le président Tessiot de l'ouverture dans certaines circonstances, mais assez limitées, d'une sauvegarde accélérée ou d'une sauvegarde financière accélérée. Mais lorsque la conciliation échoue, seul le président est informé puisqu'il lui est demandé de mettre fin à la conciliation. Et contrairement à ce qui existait autrefois, le mandataire, enfin le conciliateur, ne fait plus de rapport en suggérant la convocation du débiteur lorsque la conciliation a échoué. C'est une disposition qui a disparu, qui peut à la fois rassurer les dirigeants, puisque s'ils ont fait l'objet d'une procédure de conciliation et qu'elle n'aboutit pas, ils ne risquent rien, entre guillemets, ils ne risquent pas d'être convoqués au tribunal pour éventuellement l'ouverture d'une procédure collective, mais en même temps, ça fait parfois échapper au traitement des difficultés un certain nombre d'entreprises qui vont continuer éventuellement à avoir une vie assez compliquée, voire dangereuse, alors que toutes les solutions amiables ont échoué. Voilà, je vous remercie.
Donc je suis désolé parce que les slides sont un petit peu en décalage, mais de toutes les façons, vous aurez le support. Je sais que c'est une question qui a été posée, peut-être du coup sur les sujets de Sur confidentialité. les professions libérales, oui, est-ce qu'on pouvait… elle était pas inintéressante, hein, parce qu'évidemment… Quelle est la question? Est-ce qu'on peut faire ce type de procédure pour les professions libérales? Oui, alors c'est prévu, c'est le tribunal. Et à partir du moment où ce n'est pas la compétence, où l'activité n'est pas commerciale et ne ressortit pas de la compétence du tribunal de commerce, c'est le tribunal judiciaire. Voilà, qui sera compétent, et le président, enfin son délégué, est saisi de la même manière et ouvre le même type de procédure avec, à certains stades de la procédure, le rôle de l'ordre professionnel, s'il en existe un, qui peut être avisé, ou voilà. Voilà. Et à préciser qu'au sein du TGI, on a aussi un juge à la prévention. Bien sûr, oui. Qui s'occupe également. C'est vrai que dans les associations, entre autres, c'est important. Les SCI, parfois, ça peut arriver également, des SCI importantes qui font l'objet de mesures de prévention au tribunal judiciaire, ou de grosses associations, oui, effectivement. Oui, cher Christian, le rôle du tribunal dans la procédure amiable. Oui, alors il y a quand même déjà je vais faire quelques petits compléments parce que, petite précision, il faut préciser à nos confrères que lorsqu'il y a une ouverture de conciliation, l'ordonnance d'ouverture doit être communiquée au ministère public et au commissaire aux comptes. Donc, vous êtes informés des problèmes que rencontre l'entreprise puisqu'elle a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ce n'est pas le cas pour le mandat ad hoc, mais c'est le cas pour la conciliation. C'est important et effectivement, comme vous le soulignez, maître, ni en mandat ad hoc ni en conciliation, le dirigeant n'est tenu d'informer le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel de l'ouverture de toutes ces procédures. Donc, c'est quand même un des points importants. Il faut également savoir que les créanciers publics, sociaux et fiscaux peuvent consentir eux aussi des remises de dettes, etc. Il y a d'autres créanciers qui en ont consenti. Ils sont tenus maintenant par des articles du Code de commerce que je ne vais pas vous citer, mais ils sont tenus de suivre un peu la vision générale. Il n'y a pas, bien sûr, des saisissements du débiteur dans une procédure de conciliation. Par contre, alors, ça c'est un point qui est important parce que moi, en tant que délégué, j'ai eu pas mal de jugements à faire, enfin d'ordonnances à rendre à l'époque dans ce cadre-là. Il faut savoir que lorsque la société débitrice est assignée par un créancier, bien qu'elle soit en procédure, uniquement en procédure de conciliation, eh bien, cette société peut assigner celui qui le poursuit de façon à passer devant le juge qui a ouvert la procédure, enfin le président du tribunal ou son délégué, et à ce moment-là, on va accorder un échelonnement dans la limite de 24 mois et on fait application de l'article 1343-5 donc du Code civil pour octroyer des délais de règlement. C'est-à-dire que vous avez une société qui doit de l'argent à son bailleur, par exemple, eh bien, le bailleur va mettre en route une procédure de recouvrement de sa créance, et bien à ce moment-là, c'est la société qui va attaquer, qui va assigner le créancier devant le juge de façon à ce qu'il obtienne des délais. Alors, ce n'est pas systématique, on ne donne pas 24 mois systématiquement, mais on peut donner 6 mois, 8 mois, 1 an, etc. Et voire même, dans certains cas, une fois, il m'est arrivé, puisqu'il y avait une opération de cession d'un immeuble qui était en cours, etc., eh bien, de donner les 24 mois avec un paiement à l'échéance du 24e mois, puisqu'on était toujours dans le cadre de l'article 1343-5 du Code civil. Ça, c'est une faculté qui est intéressante dans beaucoup de cas. Alors, donc, on a bien dit qu'il n'y avait pas de délai pour le mandat ad hoc. On a dit également que le conciliateur rendait compte de sa mission uniquement au président du tribunal. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à Paris, nous avons mis un peu en place une procédure, puisque
en procédure de conciliation, eh bien, au bout de 2 mois, le juge délégué reçoit à nouveau les parties pour faire un peu le point, pour savoir déjà si on n'est pas passé en état de cessation des paiements. C'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis également pour faire le point, savoir si tout se passe bien au niveau dans la relation avec le conciliateur qu'il a désigné, et également pour vérifier si on va bien vers un accord, si tout se passe normalement. Donc, ça permet de bien suivre le dossier. Alors ça, c'est une pratique qui a été désignée et qui a été faite à Paris, mais on peut pas, elle n'est pas généralisée, si vous voulez, sur toute la France. D'accord? Enfin, il faut savoir que si jamais la procédure de conciliation, le délégué manque d'informations, il a des pouvoirs d'investigation et il peut interroger notamment le commissaire aux comptes pour obtenir les informations dont il aurait besoin pour apprécier correctement la poursuite de la procédure, la poursuite de cette conciliation. Donc, ne soyez pas surpris si un jour vous recevez une lettre d'un magistrat qui vous demande des éléments d'information. Vous savez qu'à l'égard des magistrats, le commissaire aux comptes est délié de son secret professionnel. Christian, je te coupe 2 secondes parce que je pense qu'au niveau de la synchronisation des slides, là j'étais sur celui qui s'appelle le rôle du tribunal. On est d'accord que tu vas embrayer dessus. D'accord. Alors on va embrayer dessus maintenant. Donc le juge à la prévention, bon, on a dit tout à l'heure tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que savoir, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un juge qui est affecté à une chambre et qui fait ça, qui reçoit. On a expliqué comment c'était très discret au niveau de la procédure. Et puis, en principe, bon, il n'a plus aucun pouvoir après l'établissement de son ordonnance d'ouverture. Le juge n'a plus de pouvoir, si ce n'est d'autoriser la prolongation et puis de constater à la fin de la mission. Et c'est lui, malgré tout, qui, compte tenu du fait qu'il a le contrat qui a été passé avec le conciliateur dès le départ, eh bien, c'est lui qui fixe in fine la rémunération du mandataire. Est-ce que, mon cher Christian, les juges au tribunal de commerce de Paris, le juge à la prévention que tu as été, reçoit systématiquement dans la magnifique salle des sauvegardes que je connais. Ça vaut beaucoup de se déplacer pour la voir. Non, ça c'est pour la sauvegarde, c'est pour les procédures de sauvegarde, mais pour les conciliations, ce sont dans les cabinets qui sont en règle générale le cabinet E. Je peux même te donner le nom, c'est le cabinet E. Voilà. C'était une boutade. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que la chambre pour la sauvegarde, c'est la salle 7, qui est une salle assez magnifique, historique, qui est décorée des portraits des anciens présidents du tribunal de commerce, puisqu'il est de tradition que lorsqu'un président du tribunal quitte le tribunal au bout de ses 4 ans de présidence, eh bien, et ça continue, c'est une tradition qui perdure, les juges lui offrent un portrait. Alors, à l'époque, c'était des grands portraits de pied ou alors une sculpture ou une photo. On a remis quelques photos faites par les grands photographes de la place de Paris. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau du rôle du tribunal? On n'a aucun rôle juridictionnel et c'est pour cela, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais que vous êtes reçu par un juge qui est en tenue civile et non pas en tenue de jugement. Ça, c'est important. Et alors, l'ordonnance, j'avais mis un modèle d'ordonnance, je ne sais pas si vous l'avez dans les slides. L'ordonnance, elle précise parfaitement le rôle qui est conféré au conciliateur ou au mandataire ad hoc. Et donc, on sait exactement ce vers quoi on va. Et ensuite, après, la sauvegarde, on en dira quelques mots tout de suite après, parce que ça peut être une évolution pour homologuer le protocole, et ça passe devant la chambre de sauvegarde, ou alors pour conclure, ouvrir une procédure de sauvegarde. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé, Président. Je vais accélérer. Bon, on va essayer de raccourcir un tout petit peu rapidement, Bertrand. Le mandataire, la convention d'honoraires, est-ce qu'on peut en parler et puis voir un peu quels sont les points clés sur lesquels on peut… Alors,
Merci Vincent. Donc les points clés sont qui peut être mandataire, conciliateur. Tout le monde peut être mandataire, conciliateur. Il n'y a pas de, ce n'est pas une profession réglementée en soi ou attribuée à qui que ce soit. Ceci étant, la pratique a réservé en grande partie aux professionnels administrateurs ou mandataires judiciaires inscrits les désignations depuis relativement longtemps. Et légalement, les seuls critères qui sont exigés, c'est celui de l'indépendance, avec une définition assez stricte aujourd'hui dans la loi, puisque il ne faut pas avoir reçu au cours des 2 dernières années et des 24 derniers mois de rémunération ni de la part du débiteur ni de la part d'un quelconque des créanciers en dehors d'un mandat de justice qu'on aurait pu exercer auparavant. Et il ne faut pas non plus avoir une fonction de juge consulaire pendant les 5 années précédentes. Voilà. Je précise que le mandataire ou le conciliateur désigné doit attester sur l'honneur qu'il remplit les conditions dès qu'il est désigné. Lorsqu'il accepte la mission, il doit officiellement déposer un courrier dans lequel il déclare bien sur l'honneur qu'il remplit les conditions. Alors, on s'oriente, comme vous le savez, notamment dans la loi Pacte, vers la transposition de la directive restructuration et insolvabilité de 2019. Et on peut observer que dans cette directive, le droit français a essaimé un petit peu en essayant de faire reconnaître l'existence d'un corps de professionnels dédié au traitement de l'insolvabilité. Et la directive enjoint aux États de traiter de la même manière les gens qui s'occupent des procédures collectives et des procédures amiables, pour simplifier, en exigeant un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire l'indépendance évidemment, le fait d'avoir suivi une formation et le fait d'être, disons, désigné de manière organisée et, disons, reconnu au sein d'un ordre professionnel. Alors tout ça est à adapter en fonction des différentes législations des États membres. Mais on s'oriente en tout état de cause vers une sorte de labellisation des intervenants en matière de procédure collective. Et je pense que l'idée, c'est d'éviter ce qu'on voit apparaître ici ou là. Alors à Paris, je ne sais pas, mais en province, on le voit parfois, des boutiques qui s'instaurent, mandataires ou conciliateurs, avec des gens qui n'ont pas particulièrement de diplôme et qui ne sont contrôlés par personne. On est, nous, administrateurs ou mandataires, contrôlés autant que vous par nos instances professionnelles. On a des exigences relativement strictes, mais malheureusement, il y a parfois des professionnels qui s'instaurent mandataires ou conciliateurs sans répondre à aucun contrôle ni à aucun critère initial. Alors ça, c'est le qui peut être mandataire judiciaire. Et puis, effectivement, le président l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'il reçoit un dirigeant, en principe, une convention d'honoraires existe. Alors, je rappelle quand même que le conciliateur, ça n'est pas uniquement le prestataire de service de l'entreprise en conciliation. Il exerce bel et bien un mandat de justice à telle enseigne que la loi prévoit bien que c'est le président qui le désigne, qui, sur la base de la convention qui a été signée et qui constate un accord entre l'entreprise et le mandataire, mais c'est quand même le président qui fixe les modalités de rémunération par renvoi à cette convention. Et ce qu'il y a dans cette convention est particulièrement contrôlé. Alors, en matière de mandat ad hoc, il n'y a pas de contrôle préalable du ministère public, mais il existe maintenant en matière de conciliation, c'est-à-dire que 48 heures avant que l'ordonnance désignant le mandataire ou enfin, le conciliateur soit rendue, le parquet doit avoir été avisé pour donner éventuellement un avis ou faire des observations. S'il n'y a pas d'avis au bout des 48 heures, on considère qu'il n'y en aura jamais, c'est un délai strict. Et lorsqu'à la fin de la conciliation, le conciliateur sollicite que soient déterminés ses honoraires finaux, l'ordonnance qui taxe les honoraires est également communiquée au ministère public qui pourrait exercer un recours. Donc on est dans un système de rémunération qui est un système de rémunération, certes, qui n'est pas tarifé,
pour lesquels il n'y a pas de barème, mais qui est encadré avec une procédure extrêmement stricte. Et puis, 2 impératifs dans la convention d'honoraires, c'est qu'elle ne doit pas être fonction du montant des abandons de créances obtenus, d'une part, et que, par ailleurs, qu'est-ce que j'avais oublié? Les abandons de créances, et qu'elle ne peut pas non plus faire l'objet d'une facturation forfaitaire pour ouvrir le dossier. C'était vraisemblablement pour éviter certaines pratiques anciennes. Donc tout ça est encadré. Voilà. C'est très important de repréciser tout cela. Je dirais d'ailleurs tout l'intérêt, bien évidemment, qu'on a à rencontrer un mandataire judiciaire avant d'ouvrir, avant d'aller contacter le tribunal et d'être reçu au tribunal. C'est la première des choses. C'est là aussi que, on en reparlera tout à l'heure avec Frédéric, dans le cadre de la prévention et du rôle que l'on a, on doit amener lorsqu'on a encore une procédure amiable, évidemment. Si on est en état de cessation des paiements, on n'est plus tout à fait dans, dans le même cas de figure. Mais quand on le fait véritablement en amont, c'est de voir avec le client, le guider vers un mandataire judiciaire, savoir que c'est pour chasser les vieilles lunes encore, et pour l'avoir pratiqué, et c'est pas pour défendre la profession de maître bout de vin, mais que les honoraires ne sont pas systématiquement à ces chiffres, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est faux, et que les PME, je parle bien des PME, elles peuvent tout à fait faire appel à un mandataire judiciaire. Après, il y a un véritable travail, comme on l'a dit. Là, c'est un mandataire de justice, donc il y a véritablement un rôle à jouer, une responsabilité à exercer. Tout ça se fait dans des conditions d'honoraires qui sont tout à fait, je dirais, classiques par rapport à des professions comme les nôtres, ou dans certains cas, on négocie des honoraires avec nos clients. Oui, et pour faire écho à ce que tu dis et en terminer, et pour rassurer les chefs d'entreprise, il y a une disposition depuis quelques années qui oblige à ce que soit mentionné dans la convention d'honoraires le montant maximum des honoraires qui risqueraient d'être facturés, ce qui peut rassurer quand même fortement les dirigeants, à telle enseigne que la Cour de cassation considère que si ce montant maximum ne figure pas en tant que plafond dans la convention d'honoraires, il n'y a plus de convention d'honoraires et c'est au juge de taxer purement et simplement en fonction des diligences dont il est justifié, le montant des honoraires qui reviendra au conciliateur. Donc c'est un point sur lequel il faut insister. Et justement, ce qui est intéressant lorsqu'on peut avoir des échanges largement en amont, c'est de pouvoir apprécier le volume de travail qui va permettre de déterminer un plafond vraisemblable et correct d'honoraires dans le dossier. Alors, je passerai vite parce que l'heure tourne. J'avais listé un certain nombre de préoccupations que peuvent avoir les conciliateurs et qui font écho à vos missions d'homme du chiffre et de certification. Alors, vous pouvez prendre connaissance des slides, mais l'idée, c'était surtout d'insister sur la collaboration efficace qu'il peut y avoir entre le conciliateur et le commissaire aux comptes de l'entreprise. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas d'expert comptable en tant que tel, et puis on ne va pas nécessairement se contenter de chiffres qui peuvent sortir de la seule comptabilité de l'entreprise. On a besoin à un certain moment de certification, on a besoin d'être sûr puisqu'on doit faire le diagnostic, notamment au bout de 2 mois devant certains tribunaux ou même plus tôt, pour savoir quelle est la situation exacte en termes de cessation des paiements. Et là, on a besoin de s'appuyer quand même sur des données fiables qui peuvent donner lieu à l'émission d'un certain nombre d'attestations. On va aussi avoir à donner un avis au moment de l'homologation de l'accord. Je vous donne un exemple pour amener le tribunal à considérer que l'accord met fin à une situation de cessation des paiements et parfois ça demande quand même des investigations qui sont des investigations qui peuvent être confirmées ou avalisées par le commissaire aux comptes. Et puis le dernier exemple que je donnerai, c'est dans le cadre de l'exécution de l'accord, on peut avoir des clauses d'excess cash flow assez souvent en fonction d'opérations ou de rentabilité de l'entreprise. Et là, il est quand même utile pour éviter des discussions interminables de prévoir que les calculs qui seront faits, les valeurs qui seront déterminées seront confirmées par une attestation
du commissaire aux comptes. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Prenez connaissance de la slide. Là, c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert, mais c'est bien pour vous faire toucher du doigt que votre collaboration et l'échange qu'il peut y avoir doivent vraiment être pris en considération et être travaillés durant tout le déroulement du mandat, y compris durant la négociation de l'accord et des différentes clauses de l'accord. Et surtout, juste avant que je donne la parole à Christian, il ne faut surtout pas penser que ce ne serait pas le rôle du commissaire aux comptes. Hein. On parle bien d'attestation, ce n'est pas une émission dans la gestion, c'est véritablement de pouvoir attester de certains chiffres, d'avoir, on verra tout à l'heure avec Frédéric, éventuellement des missions spécifiques ou des procédures convenues, mais bien évidemment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, dire on ne va pas faire de prévention des difficultés parce que je serai en incompatibilité là-dessus. Il ne s'agit pas du tout de rester en concurrence avec des experts comptables, il ne s'agit pas de mélanger bien évidemment le rôle du commissaire aux comptes et aussi et celui de l'expert comptable, le devoir de contrôler et de conseil, mais c'est d'être de manière proactive, actif dans une procédure qui est souvent salvatrice pour l'entreprise. Christian, je te laisse la parole pour la sauvegarde. Parfait, on va essayer d'aller vite, Président. Donc, la procédure de sauvegarde est ouverte à toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les micro-entrepreneurs, les associations. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour bénéficier d'une procédure de sauvegarde, c'est qu'il faut que l'entreprise ne soit pas en cessation de paiement. Et ça me fait un peu mal au cœur de voir arriver parfois des entreprises devant nous, accompagnées d'un professionnel du chiffre, et quand on aligne les 3 chiffres qu'ils ont à faire figurer dans la déclaration, eh bien, on s'aperçoit tout de suite que l'entreprise est en cessation de paiement et que ce n'est pas une sauvegarde que l'on peut ouvrir, une procédure de sauvegarde, mais une procédure de redressement judiciaire. Donc, souvenez-vous bien, sauvegarde, pas de cessation des paiements, sinon on ne pourra pas faire droit à la demande. Ensuite, le deuxième critère, c'est de pouvoir, c'est que l'entreprise rencontre des difficultés qu'elle ne peut surmonter seule. Et troisième critère, c'est donc de pouvoir à terme proposer des solutions pour se redresser. Alors, il y a des documents, vous pourriez regarder sur Internet très facilement le modèle de demande d'ouverture de sauvegarde, dans lequel tout ça est clairement expliqué. Il y a tout ce que vous devez fournir comme élément, l'état du passif, avec une ventilation entre échu et exigible, et ce qui est à échoir. De même pour l'actif, où on essaye d'éclater l'actif réellement disponible. Et l'actif réellement disponible, pour nous, c'est dans 80% des cas, mais en dehors du tableau que vous verrez tout de suite après, eh bien, c'est la trésorerie. D'ailleurs, on demande une situation de trésorerie de moins d'un mois, de façon à être parfaitement informé, ainsi qu'un tout petit prévisionnel. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments à préparer pour pouvoir accéder à une procédure de sauvegarde. Alors, les avantages de cette procédure de sauvegarde. Alors d'abord, on est tout à fait comme dans le cadre du redressement judiciaire, c'est-à-dire que le tribunal va nommer un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire et, si besoin, un commissaire-priseur, sauf si l'entreprise dit non, on fera l'inventaire nous-mêmes, mais il y a des prescriptions qui sont très strictes, puisque l'inventaire doit être déposé dans les 8 jours. Alors, l'avantage de cette procédure, c'est qu'elle entraîne la suspension de toute créance antérieure. Alors, postérieure, j'aime pas trop, mais créance antérieure au jugement, et l'interruption des intérêts légaux et conventionnels, l'interruption des retards et majorations, la suspension des actions en justice des créanciers à l'encontre de l'entreprise en difficulté, et enfin, la suspension éventuelle de l'interdiction d'émettre des chèques. Donc, si on en est là, quand on commence à avoir une interdiction d'émettre des chèques, il faut quand même s'interroger, savoir si on n'est pas plus près de la cessation des paiements que de l'absence et d'avoir droit à la procédure de sauvegarde. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Comment va se terminer? Alors, la période d'observation, est de 6 mois, elle est renouvelable une fois. Donc, ça, c'est de droit, mais sur rapport, évidemment, des organes de la sauvegarde, c'est-à-dire le mandataire et l'administrateur. On renouvelle une
première fois pour 6 mois, et dans des cas particuliers, sur requête du parquet, on peut obtenir 6 mois supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y a un plan de sauvegarde qui est en train de se négocier, eh bien, évidemment, on accordera, le parquet demandera un délai supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous accédez, vous avez un jugement d'ouverture de sauvegarde, il peut se passer jusqu'à 18 mois avant de commencer à rembourser un passif qui s'est accumulé sur les années antérieures. Et bien évidemment, dans le plan, vous allez payer les créanciers tout de suite au jugement qui va accepter le plan. Vous allez payer dans le mois qui suit, par exemple. Tout ça, c'est des modalités qui sont fixées dans le plan. Vous allez commencer à rembourser les créances inférieures à 500 €, les créanciers super privilégiés. Et après, un an après le jugement du plan, eh bien, vous commencez à payer le passif. Donc, ça veut dire qu'en réalité, vous allez avoir quasiment 18 mois, plus encore un an, donc avant de repayer le passif. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps à l'entreprise pour se retourner, pour trouver des solutions, pour se rééquilibrer, pour licencier du personnel, pour stopper certains baux, etc. Donc, toutes les solutions sont envisageables à ce niveau-là. La durée du plan de sauvegarde est fixée à 10 ans. Avec les mesures Covid, les plans antérieurs ou les plans qui sont en cours pendant la période actuelle, eh bien, ils peuvent être prolongés de 2 ans. C'est-à-dire que les plans actuels, ils peuvent obtenir 12 ans. Et bien évidemment, a priori, ils ont déjà remboursé 1 ou 2 annuités, voire plus, mais ça prolonge quand même cette durée de plan. Alors, si le plan n'est pas possible, eh bien, à ce moment-là, on va repartir vers les mesures classiques des procédures collectives, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire pour tomber dans le système classique que vous connaissez tous, malheureusement. Voilà, Président, très très rapidement, mais je vois qu'on est pris par l'heure, donc je me... Merci. Merci beaucoup. Merci, Christian. On va aller parler un peu de notre métier de commissaire un peu Oui, sous un autre angle. Et puis pardon. Frédéric, voilà, on va repartir, mais sur une partie un peu proactive et de voir un peu comment nous, l'alerte, on la conçoit. On va en parler. Merci Vincent, merci Président. Donc pour faire un petit point, rappeler quand même quelques éléments très importants. D'abord que la mission du commissaire aux comptes, vous le savez, elle est permanente, mais revenir un petit peu au texte, au L823-10 et à son premier alinéa qui dit que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à exclusion de toute mission dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Tout ça pour mettre en évidence que le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de rechercher de façon active et systématique les faits qui sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation. Donc, on a une mission permanente prévue par les textes sur les sujets de comptabilité, de contrôle des documents qui y sont liés, mais il faut bien noter cette non-obligation de recherche active et systématique concernant la continuité d'exploitation. Ensuite, un autre article important qu'on a repositionné ici, qui est de dire que sans le préjudice des obligations d'information qui résultent de notre rapport sur les comptes annuels ou du rapport complémentaire au comité d'audit quand il est prévu dans les entités cotées notamment ou autres IP, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou de l'entité contrôlée. On a remis ça ici pour décomplexer évidemment tous les confrères que nous sommes par rapport au fait que les comptes doivent être fidèles, évidemment, mais s'il y a des sujets concernant la continuité d'exploitation, au contraire, il faut évidemment les indiquer et y faire référence. Et si on va en parler un petit peu dans des situations complexes concernant la continuité d'exploitation, comme le disait Vincent, il faut s'engager. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la gestion, mais le but de ce webinaire était un peu là, c'est de dire on commence à sensibiliser nos clients. Déjà, on leur explique un petit peu, on peut se servir de ce support-là et de ce que vous avez entendu ce soir pour introduire en effet des notions pratiques de quelles pourraient être les incidences des procédures amiables. Et donc, même si on
on n'est pas là pour assurer la viabilité de l'entreprise, mais on a un rôle à jouer. Et donc, c'est évidemment la seule NEP qui en traite, c'est la NEP 570. Il est précisé dans son alinéa 9 que tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant quand même, et c'est quand même important, surtout dans le contexte actuel, sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Alors évidemment, dans le contexte actuel, le contexte sanitaire actuel, et on a évidemment toutes les raisons d'être vigilant, et on va en parler dans le prochain slide. Il peut y avoir des sujets de communication, de décalage entre certains faits de gestion dans la société et de communication de l'information au commissaire aux comptes, notamment sur les petits dossiers où on a un budget qui est limité et des interventions qui ne sont pas forcément tout au long de l'année. Cela dit, voilà, il nous faut être vigilant, et par cette vigilance-là, je suppose, au regard d'un juge, que ça nécessite un peu de proactivité quand même, voilà, pour répondre à cette vigilance. Pardon. De plus, le commissaire aux comptes, évidemment, informe les dirigeants des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entité relevée à l'occasion de l'exercice de sa mission. On ne va pas vous faire un cours ici sur la procédure d'alerte, même si je vais revenir sur la note d'information de janvier 2020 qui précise des choses de manière très détaillée et qui donne aussi des petits schémas récapitulatifs bien utiles. Mais évidemment, on ne peut pas s'exonérer de cette démarche. Alors, et vous savez que la continuité d'exploitation, excuse-moi Frédéric, mais c'est aussi quelque chose qui se projette quand même pas à 3 mois, hein. Normalement c'est à 12 mois hein, qu'on l'apprécie. Donc il faut quand même avoir. Alors en ce moment, il ne s'agit pas d'être Nostradamus ni Madame Irma et de regarder dans la boule de cristal. C'est compliqué de se projeter à 12 mois, mais je veux dire, on ne peut pas dire ma mission est simplement à très courte durée, c'est-à-dire à échéance simplement de 2 ou 3 mois. Il faut quand même essayer d'étirer un peu ces prévisions dans le temps, sachant que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, hein, bien évidemment, on ne certifie pas l'avenir, on ne certifie pas les prévisions, on essaye simplement d'apprécier leur cohérence. Donc là, juste un slide pour rappeler en effet ce que je disais, hein, c'est que certes, on a une mission permanente dans le champ qui est fixé par le Code de commerce, mais que, évidemment, c'est difficile de prendre conscience de certains faits s'ils n'ont pas été communiqués, si on n'est pas intervenu et si le dirigeant n'est pas revenu vers nous. Donc en effet, en pratique, selon la nature du fait de la fréquence des contrôles, le commissaire aux comptes, évidemment, aura plus ou moins de facilité à assurer ce rôle préventif. Hein. Mais je reviens sur ce sujet de vigilance dans le contexte actuel. Il faudrait voir comment serait appréciée cette vigilance par rapport à toutes les informations qu'on a des exercices précédents, de l'activité du client, de peut-être les incidences de la crise actuelle sur son activité. Donc je pense qu'on ne pourra pas se cacher non plus voilà, derrière le fait qu'on n'a pas une mission permanente et pas une obligation de rechercher systématiquement les choses. Donc il faut trouver la juste mesure. Bon, alors là, une partie qu'on va animer avec Vincent à deux, peut-être rappeler évidemment quand même la procédure d'alerte du commissaire aux comptes qui est prévue par un certain nombre de textes, hein, qui notamment dans les sociétés commerciales, les personnes morales de droit privé non commerçantes qui ont une activité économique et les associations subventionnées, les GIE, les CSE. Donc en fait, c'est évidemment très large avec des paragraphes du code bien spécifiques pour les SA, SAS, les organes collégiales, mais ça c'est de la mécanique avec 4 phases, c'est pas le but du webinaire, mais on le rappelle ici. Et puis pour les SAS non dotés d'un organe collégial, on est sur 3 phases, mais je vais vous montrer que ça c'est bien alimenté dans l'ANI. Juste un préalable, voilà, c'était par rapport à ce slide-là. Nous, on repasse sur le slide suivant. Par rapport à la procédure d'alerte, il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Et comme on l'a vu aujourd'hui, c'est le calme avant ce qui risque d'être, avant de dire la tempête. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots trop forts, mais disons une mer très agitée. Il ne s'agit pas de se cacher derrière notre petit doigt. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en ce moment de difficultés parce qu'on en a expliqué les raisons tout à l'heure. Mais il ne faut pas non plus qu'on se cache derrière notre petit doigt après le traumatisme qu'on a eu avec Pacte, toujours à vouloir se raccrocher sur notre utilité. Moi, je suis persuadé, hein, si on est compagnie de Paris institution, on est persuadé d'avoir évidemment une utilité, mais il faut aussi reconnaître qu'on n'est pas bon partout. Et globalement, il faut aussi arrêter de s'auto-congratuler et de penser qu'on est parfait.
dans la vie, on est toujours tous perspectives, mais en matière d'alerte, quand on prend les informations qui sont données par les tribunaux de commerce, Maître Boudvin ou d'autres procédures, il sait aussi ce qu'il en est dans certains dossiers. Les commissaires aux comptes, c'est très inégal. On n'est pas toujours très, très bon. Et l'alerte, si vous voulez, ça ne consiste pas à écrire pour se couvrir au président du tribunal de commerce alors que l'attestation de paiement a déjà été prononcée. Si vous voulez, c'est ça quand même. Aujourd'hui, il y a quand même dans certains cas. Non seulement elle n'est pas déclenchée souvent, mais donner juste 30 secondes la parole à mon ami Christian sur la réalité de ce qu'il voit au tribunal de commerce de Paris. Il y en a très peu de procédures d'alerte. On a vu tout à l'heure qu'il y avait très peu de procédures amiables, mais la réalité, c'est qu'on a très peu de procédures d'alerte. Alors, le tribunal de commerce de Paris, je rappelle, ce n'est pas le tribunal des commissaires aux comptes parisiens, puisque par nature, un commissaire aux comptes, il travaille avec la totalité des tribunaux de commerce. Enfin, il y en a quand même beaucoup de Parisiens qui travaillent sur Paris, et la réalité des procédures d'alerte, on est faible, on n'est pas bon. En effet, Christian, est-ce que tu veux commenter en nombre je ne sais pas s'il y a un nombre. Non, je n'ai pas les statistiques, et c'est très difficile parce que on n'arrive pas à sortir les sociétés qui sont dotées de commissaires aux comptes. Donc c'est difficile. C'est ça le sujet. On en parle depuis plusieurs années. Il y aurait un gros travail à faire, mais malheureusement, les greffiers sont pas prêts à le faire, donc on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais je sais que mes collègues qui s'occupent qui reçoivent les lettres reçoivent très très peu de lettres d'alerte des commissaires aux comptes. Il y en a moins d'une dizaine par mois de toute façon. Donc, très bien. Compte tenu des 468 000 entreprises, c'est vraiment très faible. Mais c'est vrai que ça sera un indice utile, un indicateur utile quand on pourra faire le ratio entre ce nombre de courriers et les liquidations dans des sociétés qui ont des commissaires aux comptes. Très bien. Donc, il m'arrive avec mon esprit malin d'interroger parfois le dirigeant qui se retrouve pour une procédure de sauvegarde ou avant, quand j'étais aux procédures collectives, de lui dire « Mais monsieur, vous aviez eu une alerte de votre commissaire aux comptes ?» Et alors, on me demandait ce qu'était une alerte. Alors maintenant, je ne pose plus la question parce que ça me gêne terriblement. Bien sûr. C'est vrai qu'en parlant justement d'alerte et de travail pédagogique ou didactique auprès de nos clients, surtout les plus petits, hein, je pense que c'est intéressant d'analyser le communiqué de presse du 19 mars 2020, qui est assez révolutionnaire en soi pour le H3C, qui traite en fait de la phase 0, enfin qui écrit, enfin je veux dire le H3C est écrit dans le cadre d'un communiqué de presse et parle de la phase 0. Alors d'abord commence par rappeler évidemment les effets escomptés d'une procédure d'alerte, je crois qu'on en a parlé, hein, prévenir les difficultés, sécuriser les acteurs économiques, évidemment aider le chef d'entreprise à mieux appréhender la situation de trésorerie dans laquelle il se trouve, trouver des moyens. Alors, il ne s'agit pas de s'immiscer dans la gestion, mais on peut toujours donner des avis techniques c'est purement évidemment factuel en tant que commissaire aux comptes. On l'a dit encore une fois, il ne s'agit pas de prendre les décisions de gestion pour le chef d'entreprise, mais s'il nous pose des questions techniques sur l'incidence de telle ou telle option, ce n'est jamais qu'un avis technique et ça, on peut tout à fait le donner en tant que commissaire aux comptes. À voir après, en effet, les liens avec un expert comptable, s'il y en a un sur le dossier. C'est un effet révolutionnaire, en effet. Ouais. Le deuxième point qui est dans ce communiqué de presse, c'est évidemment, c'était donc au tout début du confinement, hein, on était dans le deuxième ou troisième jour du confinement. Compte tenu des circonstances actuelles, le H3C incitait les commissaires aux comptes à mettre en œuvre la procédure. Et alors, c'était dans le cadre de la procédure, en tous les cas, à évidemment privilégier la phase initiale de dialogue avec le chef d'entreprise, dite phase 0. Alors c'est vrai que ça c'est une terminologie qu'on utilise tous entre nous et depuis un certain nombre d'années maintenant, qu'il demandait de documenter en effet et qu'il faut documenter dans le dossier de travail qui est essentiel. Donc cette phase 0 qui vise à instaurer un climat de confiance réciproque, commencer à échanger, à aborder le sujet, parce que c'est vrai que parfois, comme le disait Christian, pour un chef d'entreprise qui n'a jamais entendu parler de la procédure d'alerte et à qui on n'a jamais présenté cette procédure et ni ce rôle du commissaire aux comptes, il tombe un peu des nues et parfois c'est un peu violent parce que le nom est barbare et quand ça arrive comme ça via des courriers en recommandé, ça peut faire l'effet d'une bombe et ça instaure évidemment un climat de peur et qui est pas propice à l'échange. Donc, faut pas quand même se cacher avec des fausses peurs. Là, je te parle toujours des vieilles lunes, ce que je dis depuis tout à l'heure. Moi, j'ai jamais vu un commissaire aux comptes qui s'est fait
réprimandé ou du moins qui aurait été sanctionné ou poursuivi par le tribunal parce qu'il aurait accompagné son client dans le cadre en amont d'une procédure et qu'il aurait été dans le cadre de cette phase 0. Donc de dire là j'outrepasse ma mission, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Alors l'envoyer une fois qu'il est au cimetière, prévenir le tribunal qui a déjà fait l'acte de décès, ça n'a pas beaucoup d'utilité au niveau, je dirais, de la procédure d'alerte. Dans le cadre de la prévention, le faire quand c'est trop tard, uniquement parce qu'on est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire au même moment quasiment que le dépôt de bilan, je trouve que ça manque de sel aussi, même si malheureusement parfois il y a des événements brutaux qui peuvent survenir, mais enfin on sait que les difficultés, elles s'étiolent dans le temps. Par contre, jouer notre rôle sur cette phase 0, même si aujourd'hui c'est pas retenu par les textes, on verra tout à l'heure, c'est des propositions que fait la CRCC de Paris, que le H3C, c'est vraiment, c'est quand même assez novateur qu'il ait écrit sur cette phase 0. Bien évidemment, pour l'instant, la chancellerie n'a pas pris position parce qu'elle est plus lente dans les modifications qu'il pourrait y avoir de la loi, puisqu'on parle d'un texte de loi à ce niveau-là. Mais, Président Tessiot, personne, jamais, n'a été sanctionné pour aller dans le cadre d'une prévention de difficultés des entreprises. Qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Pas à ma connaissance. Juste une expérience que j'ai vécue l'année passée, il y a environ 1 an et demi. C'est une entreprise qui a fait l'objet d'une alerte, c'était une SAS par son commissaire aux comptes. Donc le président du tribunal a été avisé tout de suite puisque c'était dans une SAS et le dirigeant avec son conseil a pris attache avec moi pour dire bon, on va peut-être essayer un mandat ad hoc ou une conciliation. Je les ai reçus. J'ai examiné les documents, ils m'ont amené un certain nombre de choses, on a réfléchi et je leur ai dit, vous n'avez même rien à faire en mandat ad hoc ni en conciliation. Votre commissaire aux comptes, dans son alerte, a mis le doigt sur 2 points qu'il faut absolument que vous régliez. Faites-le. Arrêtez une activité qui n'est pas rentable. Il n'y avait pas d'immédiateté de cessation des paiements, hein. Je leur ai dit, arrêtez cette activité, changez de DAF parce qu'il doit vraiment être très mauvais et essayez de gérer votre boîte. Finalement, il n'y a eu ni mandat ad hoc ni conciliation. C'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que là, le commissaire aux comptes a vraiment joué son rôle à fond. Alors, le dirigeant, au début, disait, de toute façon, au prochain renouvellement, j'en change. Et puis, après tout ça, il m'a dit, non, finalement, il m'a certainement sauvé. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à lancer l'alerte. C'est intéressant et donc on parle en fait en effet aussi de pragmatisme et c'était le point 3 du communiqué. Donc évidemment les phases successives de la procédure d'alerte, elles sont conçues comme une progression par rapport au niveau de contrainte du dirigeant ou des organes de direction, hein. On monte un peu crescendo en partant du dirigeant et puis dans les organes de direction jusqu'à l'Assemblée générale. Et dans le contexte actuel, il était indiqué qu'il fallait apprécier avec beaucoup de pragmatisme ces différentes phases compte tenu des urgences existantes par ailleurs. Et c'est vrai que là, il faut tout notre discernement. Alors, on va parler un petit peu après des nouvelles ordonnances et de la façon dont on peut apprécier les choses, soit aller plus vite, mais sauf erreur de ma part aussi, parfois aller un petit peu plus doucement dans le contexte sanitaire actuel et l'état d'urgence qui est prolongé. Donc évidemment, faire preuve de pragmatisme, sachant qu'il y a des interrogations sur un certain nombre de sujets. On en parlait entre nous quand on a préparé ce webinaire, notamment sur on en reparlera, mais sur les échéanciers. Je vois que Vincent regarde sa montre. Sur les échéanciers URSSAF, hier j'ai eu l'occasion, enfin j'ai vu en replay un webinaire des URSSAF. J'ai vu que les échéanciers de base étaient programmés entre 0 évidemment et 36 mois, mais qu'on pouvait aller de 36 mois à presque 5 ans dans certains cas, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels on attendait des éléments de réponse qui sont aussi, qui viennent alimenter les réflexions du commissaire aux comptes par rapport à des décisions qui pourraient être prises et à continuer une procédure d'alerte, la stopper, et puis sur des sujets aussi de cessation des paiements qu'on abordera après. Dernier point, évidemment, le H3C précise qu'il appréciera les diligences mises en œuvre par les commissaires aux comptes au regard du contexte actuel d'une gravité exceptionnelle. Ça veut dire que, évidemment, lors des contrôles qualité à venir et H3C en direct, peut-être chercheront-ils justement ces sujets-là et regarder un petit peu comment ça a été traité. Voilà pour la partie phase 0, ça nous paraissait important. Je parlais justement, je ne sais pas si Vincent, tu veux en parler, mais c'est justement une nouvelle,
l'ordonnance en fait du 20 mai 2020 qui prévoyait, j'en parlais, des mesures d'urgence dans le cadre de la procédure d'alerte du commissaire aux comptes. Ça a été reporté, ça a été prorogé. Pour synthétiser, il est prévu que dans le cadre de la procédure d'alerte, si l'urgence le commande, en fait, la mise en œuvre de mesures immédiates que le dirigeant ne met pas en place, le commissaire aux comptes peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information voilà, faite au dirigeant et donc en fait un petit peu court-circuiter le timing de la procédure d'alerte. Donc le CAC informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches et lui adresse l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions qui sont prises par le dirigeant, la copie évidemment de tout document utile, mais c'est le cas de toutes les façons dans les différentes phases de la procédure d'alerte. Le commissaire aux comptes peut transmettre au président tout renseignement complémentaire de nature à donner à ce dernier une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Juste un mot pour dire que ça rend la procédure d'alerte beaucoup plus souple, beaucoup plus pragmatique. On est moins pris dans les délais de ce qu'on avait avant. On arrête de faire le compte à rebours en permanence, de savoir si on est dans les 15 jours, dans les 8 jours, et de voir, etc. On est pragmatique. On contacte directement le président du tribunal de commerce. On va voir après qu'est-ce qu'on propose à Paris et aussi pour être encore plus réactif par rapport à ça. On rappelle qu'on est délié du secret pro et que ça ne fait pas obstacle par contre au déroulement des phases suivantes qui sont à formaliser. Slide suivant, alors là je vais passer assez vite, mais je lui ai promis, hein, je vais le faire. Pascal Housseau que j'ai eu au téléphone et qui a été cité par Vincent nous a aidé, on a tous réfléchi à ça, c'est le copyright qu'il va falloir reverser à Pascal. Là, je vous dis tout de suite, ça va coûter très cher d'utiliser ce document. Hein. La réalisation d'une fiche synthétique, une fiche technique hein, sur la cessation des paiements, en fait, c'est un outil très simple, très court. Je l'ai ouvert, là, vous devez l'avoir à l'écran, sur la cessation des paiements. L'avantage, c'est que ça fait quelques pages recto. Vous retrouvez la définition de la cessation des paiements, qui est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. On rappelle que c'est un critère important, mais on l'a vu par rapport au type de procédure. Il y a une définition du passif exigible, de l'actif disponible et aussi les principales modalités de détermination, avec évidemment des sujets complémentaires, notamment concernant les moratoires. On va le revoir et voir comment on les traite. Il y a un paragraphe qui précise justement un petit peu comment déterminer la date de cessation des paiements, toujours en restant très succinct et didactique. Et vous trouverez enfin quelques notions relatives au groupe de sociétés, évidemment tout ce qui est soutien par la mer, mais en synthétique, avec deux sujets qui sont périphériques toujours, mais qui ne se présentent pas dans tous les cas, qui sont celui de la confusion des patrimoines et de la rupture abusive de crédit, qui peuvent en effet entrer en jeu dans certains cas, avec les sources évidemment, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, et Pascal, quand il nous avait aidé à rédiger ça, l'avait mentionné. Donc voilà, donc ça c'est un outil intéressant. C'est un super outil et c'est un outil qui est sur le site de la compagnie, donc il sera à disposition pour chacun. Évidemment, mon cher Pascal, c'est la rançon de la gloire. Tu seras copié, tu seras pillé. Voilà, donc deuxième document sur lequel je voulais revenir, mais je vous ai dit, on ne va pas reprendre toute la procédure d'alerte, c'est juste vous rappeler qu'il y a la NI3 concernant la continuité d'exploitation qui a été revue donc, en janvier 2020. Moi, évidemment, je l'ai parcouru les 226 pages plusieurs fois. Si je dois retenir quelques éléments et si on doit en retenir quelques-uns, c'est un tableau très intéressant qui va aller plus dans le détail, qui est à la fin en annexe 4. Alors, je vais essayer d'y aller directement. Voilà. Il y a ce tableau-là qui va un peu plus dans le détail par rapport à ce qui vous a été présenté et qui présente les procédures amiables et les procédures collectives selon un certain nombre de critères. D'abord, donc, que vous avez dans la première colonne, quel en est l'objectif, le champ d'application, mais on a évidemment déjà dit pas mal de choses. Les conditions de l'ouverture, là aussi. Vous avez aussi qui est le demandeur. En termes de confidentialité, on en a parlé, mais ça a le mérite de le rappeler pour l'ensemble des procédures, y compris les procédures collectives qu'on a moins vues dans le webinaire. La durée de la procédure est aussi présente, donc je trouve que c'est quand même bien utile. La poursuite de l'activité par l'entité, les possibilités d'offre de reprise, oui, non. Voilà. Et puis, vous avez aussi l'exigibilité des créances et donc les effets du jugement d'ouverture de la procédure sur cette partie exigibilité des créances, les pouvoirs du dirigeant, donc bien comprendre ce qu'il en résulte sur la partie pouvoir du dirigeant, et puis sa rémunération également,
Et enfin, une partie sur les contrats de travail avec la prise en charge par les AGS, les procédures dérogatoires ou le financement des licenciements. Donc voilà, donc ça c'est un élément important, je pense, de l'ANI et qui est vraiment bien fait. Autre chose, et je vais y aller rapidement, voilà, je crois que c'est à la page 169, vous retrouvez, comme je l'avais dit, en fait c'est le processus concernant la procédure d'alerte. Donc c'est le 2.25, mise en œuvre de la procédure d'alerte, et c'est pas le texte qui est intéressant ici, c'est plutôt les petits schémas que vous allez retrouver, voilà, de ce type-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui permettent en fait, plutôt que de reprendre toute la littérature, de vous faire un récapitulatif sur les différentes phases de la procédure d'alerte. Donc vous l'avez là en effet dans le cadre de l'ASA, et en dessous vous l'avez dans le cadre d'une SAS sans organe de direction collégiale. Mais je pense que c'est des éléments, voilà, des éléments importants. Et au tout début de l'ANI, vous retrouvez aussi des définitions concernant concernant la cessation des paiements. Donc voilà, c'est très fourni, mais je vous encourage à vous balader dans cette note d'information. Hop là. Le fameux tableau. Alors, je vous avais dit, donc, pour aller de concert avec la petite fiche synthétique qui est sur le site, il y a ce tableau qui est également sur le site. En fait, il permet, alors, on s'y mise toujours pas dans la gestion, hein, on fait un exercice factuel. Vous trouvez donc dans les différentes lignes, les différents pavés dont on a parlé pour déterminer si on est ou non en cessation des paiements. Donc, d'abord, l'ensemble des actifs disponibles. Donc, c'est évidemment, vous voyez sur la droite les sommes dont le débiteur dispose immédiatement ou à bref délai. Donc, bon, évidemment, il y a la trésorerie qui généralement est l'essentiel, mais on retrouve les crédits de TVA, des crédits d'impôt, des valeurs de placement si elles sont non nantis, un certain nombre d'autres éléments disponibles, comme les dividendes à recevoir et qui sont échus, et puis des créances sur cession d'immobilisation ou de stock qui sont immédiatement recouvrables. Donc ça, c'est les éléments de l'actif disponible et vous avez le pavé A. Ensuite, il faut prendre évidemment ce qu'on appelle les réserves de crédit. Alors c'est précisé dans la petite fiche synthétique, c'est le B ici. Vous avez les découverts autorisés qui ne sont pas utilisés, les lignes de DAI et d'escompte utilisables selon créances clients mobilisables, et puis les autorisations de billets financiers non utilisés. Ensuite, on a évidemment, c'est en rouge, alors juste un petit commentaire sur les réserves de crédit, les moratoires. Le débiteur qui a établi les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers, en effet, lui permettent de faire face aux passifs exigibles avec son actif disponible. Il n'est pas en cessation des paiements. Et là, c'est une ordonnance du 18 décembre 2008 qui justement modifie l'article 631.1 du Code de commerce. Donc un petit commentaire important. Donc ne pas oublier évidemment ces réserves de crédit et ces moratoires. Je crois que c'est le mot d'ordre. Ensuite, évidemment, la liste des passifs exigibles. Donc petite définition dans l'encadré à côté, c'est le passif qui doit donner lieu à un paiement immédiat ou passif échu, même s'il n'est pas exigé. C'est là que quand je reviens sur mon sujet des URSSAF, et on en discutait en préparant ce webinaire, la question c'est, aujourd'hui on avait beaucoup de sociétés qui nous disaient je me suis adressé à mes URSSAF pour avoir un échéancier, mais on me dit c'est pas le moment, rappelez-nous plus tard, etc. Donc la question c'est est-ce que ces dettes URSSAF, à ce moment-là, en tout cas tant qu'on n'avait pas d'informations, étaient considérées comme un passif exigible parce que voilà, l'échéance était passée, il n'était pas exigé, mais est-ce qu'il faut le mettre dans ce tableau? Difficile de donner une réponse comme ça tout de suite maintenant, mais bon, a priori, les échéanciers vont être envoyés relativement rapidement, j'ai compris, entre février et mai, mais c'est vrai que c'est des vrais sujets. Donc, on retrouve les passifs exigibles, je ne vais pas tous les redescendre. Et il faut enlever les accords et moratoires qui sont évidemment des éléments qui viennent en moins de ces passifs exigibles. Et dans le tableau, il faut lire dette financière, donc accord moratoire, mais en fait, il faut lire accord moratoire sur les dettes financières, accord moratoire sur des consentis par des fournisseurs, pareil pour la partie consentie par des organismes sociaux et fiscaux, et puis idem sur des moratoires qui sont consentis par des créditeurs divers. Ça vous permet, en faisant la différence entre l'actif disponible et le passif exigible, avec 3 dates là qui sont mises, mais vous pouvez faire l'exercice et le suivre et le documenter à plusieurs dates, et ça permet de savoir un petit peu où on est. Alors, évidemment, il faut l'utiliser à bon escient. Si vous êtes sur un dossier où on est en cessation des paiements, évidemment, c'est pas neutre d'incidence, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un outil et puis de le communiquer même en amont d'une situation qui pourrait être très, très compliquée à un client en disant, voilà, je vous communique ça vous permet de savoir ce qu'on entend par cessation des paiements.
donc ça, c'est disponible sur notre site internet, sur le site internet de la CRCC. On a parlé des missions, qu'on pourrait faire en ce moment et notamment de missions d'attestation ou de procédure convenue. Juste pour rappeler qu'aujourd'hui, quand on doit faire des attestations, la doctrine, c'est l'annexe 3 du communiqué CNCC de 2016, qui reprend à peu près très fidèlement ce qu'il existait avant, mais vu que c'était la disparition des DDL et donc du coup des sacs, que je ne dise pas de bêtises, il y a eu cet avis technique qui est sorti. Vous rappelez quand même qu'il y a une impossibilité d'attester des informations prévisionnelles selon la doctrine. Encore une fois, on peut attester d'informations qui sont conformes à la comptabilité ou conformes à quelque chose lié à la comptabilité. Par contre, on ne peut pas attester d'informations prévisionnelles. Ce qu'on peut faire, c'est réaliser des missions de procédure convenue où on opérera un certain nombre de travaux sur des informations prévisionnelles, soit par comparaison, par rapprochement, par revue analytique, et en tirer des constats. Et là, on s'inscrit dans les procédures convenues. Je rappelle également ici les deux missions dans le cadre du contexte Covid qui sont, elles, des missions d'attestation, une sur les documents prévisionnels et une autre que certains d'entre vous ont dû pratiquer concernant l'obtention de prêts garantis par l'État. Mais toute la documentation relative à ces missions est disponible sur le site de la CNCC. Donc si vous avez besoin, il suffit de s'y référer. Voilà, j'ai essayé de rattraper un peu. On t'entend pas, Vincent? J'avais coupé mon micro, excusez-moi. Juste avant de faire un mot de conclusion, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour faire les questions-réponses, mais il y en a une sur laquelle on ne va pas faire échapper Maître Boudvin parce qu'elle revient en permanence. Alors, je peux pas l'ignorer. Évidemment, et ça montre l'intérêt de nos consoeurs et de nos confrères sur les procédures amiables, et aussi la méconnaissance qu'ils ont de ces procédures et la peur des honoraires des mandataires judiciaires. Alors moi, je les ai pratiqués, je connais les tarifs qu'il peut y avoir, mais qui sont variables, parce qu'évidemment, il y a un marché qui est libre, comme il a été rappelé tout à l'heure, puis il y a aussi des tarifs de gens qui font un véritable travail et qui sont raisonnables dans leurs honoraires, et puis il y en a certains qui ont des honoraires un petit peu plus je dirais, conséquent. Mais est-ce que pour une PME, et je sais que c'est très compliqué, et c'est un exercice où je suis désolé de contraindre, sachant en plus que voilà, c'est totalement ouvert, mais est-ce qu'on peut travailler avec, je dis tout à l'heure, avec des honoraires de moins de 6 chiffres? Donc ça, c'est facile d'y répondre, je pense, enfin, du moins, je le sais, je le pense, j'en suis certain. Mais par contre, est-ce que l'on peut donner à titre indicatif pour une PME, pour un mandat ad hoc, évidemment, une fourchette, hein, vraiment une fourchette. Oui, merci Vincent. Effectivement, c'est une question à laquelle on n'échappe pas. Déjà, il faut bien, très simplement, hein, et c'est l'intérêt de rentrer un petit peu dans le dossier avant d'être désigné et de ne pas proposer une convention d'honoraires bateau. Il faut regarder jusqu'où on va, ce qu'il y a à faire, et essayer d'imaginer un volume d'heures. Moi, je sais que personnellement, je n'ai jamais demandé de dépassement à faire arbitrer par le président ou en demandant aux débiteurs de revenir pour renégocier des volumes d'heures complémentaires. Voilà. Donc ça nécessite de regarder quand même de près. Après, on a tous des taux horaires. Alors, je crois savoir que globalement, ça commence à des taux horaires de profession libérale qui sont assez classiques, autour de 250 € à peu près. Et puis, ça monte beaucoup plus pour des confrères qui doivent avoir une technicité très particulière, une notoriété, etc., etc., ce qu'on peut comprendre tout à fait. Alors, pour répondre à la question de combien pour une PME, donc il faut savoir déjà s'il y a plusieurs structures, s'il n'y en a qu'une seule, s'il va y avoir beaucoup de banquiers ou s'il ne va y en avoir que deux. Le débat après, les débats sont beaucoup plus simples. Disons que globalement, en dessous, pour faire le travail correctement, en dessous de 30 à 40 heures, on ne fait rien du tout. Alors ceux qui vont essayer de casser les prix en prenant des honoraires, en demandant des honoraires tout à fait ridicules, à mon avis, ne sont pas sérieux. Voilà. Après, moi, je pense que on peut réussir un mandat correct
sur une PME, bon, déjà pas trop petite, mais enfin entre 8 et 15 000 euros. Voilà. Alors ça va en décevoir beaucoup peut-être parce que la fourchette est large, mais c'est difficile d'être plus précis. Voilà. Non, mais Bon, ça après, enlève le fantasme. Ça enlève le fantasme et ça permet de voir qu'on est dans des honoraires que profession libérale, on peut rencontrer régulièrement. Voilà. Mais en dessous disons que en dessous de 10 000 euros, si on veut vraiment faire du travail qu'on accomplit, du temps qu'on y passe, parce que ce sont des missions qui sont des missions chronophages, il faut être disponible, il faut répondre, il faut avoir beaucoup d'entretiens en off qui ne se limitent pas aux réunions qu'on peut organiser. Il faut contacter les banquiers, parfois un par un, parfois deux par deux. Enfin bon, il y a tout un tas de choses à voir. Donc il faut pouvoir y consacrer du temps et être assez à l'aise sur la question. Voilà. Mais ceci dit, je pense qu'aux alentours de 10 000 euros, disons, on doit pouvoir faire un mandat d'une PME normale. Merci beaucoup Bertrand. Je vais faire un mot de conclusion. Je suis désolé, on avait une session qui était dense. On avait beaucoup de choses à vous dire, mais somme toute, je me rends compte que malgré le dépassement dans le temps, vous êtes encore près de 300 à nous suivre, ce qui montre l'intérêt. Et je remercie encore Maître Boudvin et Président Tessiot pour leur concours ô combien précieux. Je veux dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Compagnie de Paris va vous accompagner, et c'est son rôle, hein, tout au long, bien évidemment, de l'année 2021, mais aussi au-delà, et comme on l'a toujours fait, mais on va vous accompagner sur cette prévention des difficultés des entreprises. Ce qu'on voulait ce soir, c'était mettre l'accent sur les procédures amiables, parce qu'on y croit beaucoup. C'était le premier point. La deuxième chose, c'était aussi de ne pas toujours, pour la énième fois, expliquer l'alerte et les obligations que l'on a et notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est justement de travailler dans le cadre de la prévention. La troisième chose, c'était de ne pas vouloir non plus vous promettre des tas de missions. Hein. J'ai vu certains qui proposaient un devoir d'alerte pour l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire après Pacte, on avait supprimé les mandats et maintenant, pour les 2,5 millions d'entreprises, on obligeait un commissaire aux comptes pour l'alerte. Il faut être réaliste. Travaillons déjà bien dans nos dossiers. Bien évidemment, il y aura des missions de procédure convenue, comme on l'a vu, des missions d'attestation, comme l'a rappelé Maître Boudvin tout à l'heure, naturellement. Mais ce qui est important, et on a été traumatisé par Pacte, c'était de montrer qu'on avait un problème de légitimité. Enfin, du moins, on était légitime, mais on n'était pas reconnu. Peut-être aussi parce qu'on n'avait pas fait le nécessaire. Si on est proactif dans le cadre de la prévention, Bertrand Boudvin a rappelé il y a quelques instants que quand on accompagnait un client, peut-être le premier traumatisme passé, il se rendait compte qu'on était utile. Si on est véritablement proactif, on va montrer notre utilité. À ce moment-là, on n'aura pas de problème, le marché nous reconnaîtra. Moi, je crois beaucoup au bon sens du marché, mais pour ça, il ne faut pas être simplement, je dirais, le gendarme qui arrive après la bagarre. Et pour reprendre tout à l'heure la métaphore de notre ami Christian, qui expliquait que l'hôtel de commerce, c'était l'hôpital. Alors, parfois, ça peut être la morgue pour certains, mais bon, ça peut être ça. Mais si vous voulez, quand on envoie quelqu'un à l'échafaud, quand on est correct et qu'on a été près de lui, on l'accompagne. Mais néanmoins, quand ce n'est pas l'échafaud et quand c'est l'hôpital, mais qu'on a besoin d'affiner le diagnostic, eh bien, on l'emmène chez le spécialiste. On l'emmène avec un mandataire. Il ne faut pas avoir peur du mandataire judiciaire, bien au contraire, c'est lui qui va nous épauler pour essayer de passer un écueil et on va passer cet écueil. Voilà, donc j'ai été déjà trop long. Vous dire juste les quelques actions que l'on a fait. Tous les documents qui vous ont été présentés par Frédéric, ils sont sur le site de la compagnie. Il y en a même d'autres. On a un questionnaire à remplir pour tous vos clients qui a été aussi préparé par la commission, qui a été partagé, retravaillé. C'est un membre de mon bureau, enfin, vice-présidente Sabrina Cohen qui l'a proposé. Vous verrez ce document, ça permet déjà au moins de faire le minimum du minimum dans les dossiers et déjà de se poser quelques bonnes questions. Puis vous avez vu tous les tableaux qui ont été présentés par Frédéric. Je vous invite à aller sur le site de la compagnie de Paris pour retrouver tous ces éléments. On a mis en place un numéro vert avec l'ordre des experts comptables conjoint. Un confrère téléphone, il est expert comptable, il est commissaire aux comptes, il est dirigé soit c'est les services
de la compagnie, soit sur les services de l'Ordre des experts comptables. On est en relation avec tous les tribunaux de commerce du ressort de Paris-Île-de-France, je dirais, puisque c'est gros, et de la Compagnie de Paris. Parce que vous savez que la carte géographique n'est pas exactement la même. Entre autres, à Paris, on a nos amis de Lyon, c'est-à-dire on a 2 tribunaux de commerce, Sens et Auxerre, qui ne font pas partie de la région administrative. Par contre, Paris-Île-de-France. Là, bien évidemment, tout de suite, dans tous les tribunaux, on va avoir un magistrat avec qui on sera en relation, donc un magistrat à la spécialiste de la prévention des difficultés, tout de suite pour être réactif avec les tribunaux de commerce. C'est en train de se mettre en place. On vous a présenté donc ce webinaire. Et puis sachez qu'on n'est pas non plus totalement inactif. J'ai été auditionné la semaine dernière par Mohamed Lakila, qui est député donc, qui est membre de la commission des finances. On lui a remis 6 propositions qui vont être remises à la commission des finances à l'Assemblée. Alors, c'est des propositions pragmatiques, très terre à terre. Vous savez, ce n'est pas les 10 ou les 20 ou les 100 solutions pour redresser la France. Nous, on est beaucoup plus modeste. On essaye d'être pragmatique. Je vais simplement vous dire les 6 propositions que l'on a fait. Il y en a une, c'était ce que je viens de vous parler, ce qu'on fait avec le CRO, de l'étendre à toute la France, parce que, bien évidemment, ça a une vocation sur l'ensemble du territoire national, relation avec les tribunaux de commerce et les professionnels du chiffre. Ça, c'était le premier point. Après, il y avait quand même quelque chose, et le président Tessio nous avait alerté sur ce point. Actuellement, les tribunaux de commerce ne peuvent pas s'auto-saisir. Donc, on a une perte de temps invraisemblable, c'est-à-dire que le tribunal de commerce, il a des capteurs, ça peut être quand ça arrive, les procédures d'alerte, mais c'est le greffe souvent qui transmet au tribunal de commerce telle ou telle anomalie. On convoque, mais si l'entreprise ne revient pas, il faut que ça passe par la case parquet, que ça revienne. On a perdu 3 mois, c'est 3 mois de trop. Donc ça, le législateur, il faut qu'on voit de quelle manière, soit réglementaire, soit législative, on pourrait bouger les choses, mais c'est quelque chose auquel les députés qui faisaient partie d'audition avec Mohamed ont été très sensibles. La proposition du H3C sur la phase 0 de la sacraliser dans la loi. Bon, là, bien évidemment, on aimerait bien que ça passe dans la loi. Ça va être un point dont on a parlé tout à l'heure avec Frédéric. Les PGE, je fais juste un point d'alerte par rapport à ça. Vous savez qu'on peut refaire une année de plus. Mais aujourd'hui, alors je pense que beaucoup d'entre vous le savent, la durée n'est pas réallongée pour autant. C'est-à-dire que si on diffère le remboursement d'une année de plus, il n'y a pas de problème. Mais la durée, quoi qu'il arrive, elle reste la même. Et on demande que tous les organismes financiers, systématiquement, réécrivent à leurs clients les conditions de remboursement des PGE. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de PME et de TPE ne l'ont pas en tête. Autre proposition, vous l'avez peut-être rencontrée, c'est les URSSAF. Vous savez que les URSSAF, actuellement, si on demande un moratoire pour les échéances qui ont été reportées, on ne peut pas obtenir de moratoire. Il semblerait que ça devait être fait dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On veut absolument que les URSSAF accordent très vite les moratoires, même avant la date auquel ils ont décidé de le faire, parce qu'ils vont après imposer leur moratoire. Mais si des entreprises souhaitent déjà organiser leur échéancier de paiement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis après, voilà, c'est une demande un peu plus, je dirais, différente, mais on pense véritablement dans le rôle sociétal que l'on peut avoir lorsqu'il y a des fonds d'État significatifs qui sont engagés. Alors, il y a le PGE, bien évidemment, mais il y a plein d'autres fonds qui peuvent être engagés. Il serait bien quand même qu'il y ait une mission donc, de procédure convenue pour attester les prévisions qui sont remises au tribunal et qui soient confiées aux commissaires aux comptes. Même d'ailleurs, je dis aux commissaires aux comptes dans leur ensemble, même lorsqu'ils ne sont pas commissaires aux comptes de l'entité, parce qu'elles sont dépourvues de commissaires aux comptes. Voilà, c'est une demande que l'on fait. Ce n'est pas de se mettre sur l'État protecteur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Avant tout, c'est le marché qui va décider. Notre utilité, c'est à nous de la démontrer. On va être proactif. On va vous accompagner toute l'année. On a déjà dépassé pratiquement d'une demi-heure le temps. Je remercie nos 3 intervenants, Maître Boudvin, Christian Tessio, président Tessio, mon ami Frédéric, brillamment a animé aussi toute cette partie qui nous concerne tous. Merci à Miassa, je l'ai dit tout à l'heure, à Pascal Rousseau. Merci à tous et à très bientôt pour vous retrouver.